la République arrive parce qu'il y a un moment révolutionnaire. Ce moment révolutionnaire, il est difficile de le dater parce qu'en réalité, il y a des prémices qui arrivent un peu partout. Il y a la journée des Tuiles à Grenoble, il y a plein de choses qui se passent. Mais un des éléments centraux, c'est le 5 mai 1789, l'ouverture des États généraux. Pourquoi c'est important? Parce qu'à partir de là, petit 1, le peuple tout entier fait de la politique parce que il y a des libelles qui sont publiés, il y a des textes qui sont publiés sur que doivent être les États généraux, etc. Donc ça touche d'abord la bourgeoisie, les gens qui sont lettrés, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a les cahiers de doléances. Et les cahiers de doléances, pour le coup, c'est tout le monde qui peut aller venir. Et quelqu'un comme Robespierre, par exemple, commence son existence politique. Enfin, il était avocat, il faisait des trucs. Mais un des trucs qu'il fait, c'est de relever les doléances des savetiers, c'est-à-dire ceux qui font les chaussures, et qui était un métier très méprisé, très considéré comme pourri, comme nul, etc. Et lui, il vient recueillir les doléances des savetiers. Donc, même ceux qui ne savent pas lire et écrire peuvent participer au cahier de doléances. En fait, tout le monde est en train de faire de la politique. Donc ça, c'est la convocation des États généraux et la réunion des États généraux. Convocation, c'est en janvier. De janvier à mai, tout le monde fait de la politique. Le 5 mai 1789, il y a l'ouverture des États généraux. À partir de là, commence un conflit de légitimité qui est double. Le premier conflit, c'est entre États généraux et le roi. Vous avez entendu hier, Jean-Luc, vous parler justement des doubles légitimités, des statuts de double légitimité. Ça, c'est des moments qui sont typiques des révolutions. Donc, vous avez une double légitimité entre les États généraux et le roi d'une part, mais à l'intérieur des États généraux, vous avez un conflit de légitimité entre les députés du tiers-État, qui représentent la moitié des États généraux, mais qui représente en fait 96% de la population, 96 ou 97% de la population française. Donc les mecs, ils sont la moitié à l'intérieur de l'Assemblée, 50%. Ils représentent 96% des gens, mais ils n'ont qu'une voix parce que c'est un vote par ordre et non pas un vote par tête. Donc vous avez un vote pour le tiers-État, un vote pour la noblesse et un vote pour l'Église, le clergé. Donc à partir de là, vous avez un conflit de légitimité. Ah merde, putain, ça va être chiant. Faudrait le brancher. Si quelqu'un a l'énergie de faire ça. Hop. Et la prise est toute petite, donc il faut une rallonge. ça va pas aider. Ou alors attends. Je dois pouvoir le mettre en. Je dois pouvoir faire un truc là-dedans, là. Hop, batterie. Voilà, tac. Non, c'est veille. Ah ouais, malin. Habile. Ok, bah c'est pas grave, je vais rien faire alors. Toc. Je suis désolé, vous essuyez les plâtres pour vos petits camarades d'après. Donc, on a ce double conflit de légitimité et le 17 juin 1789, les députés du tiers-État se proclament à eux tout seuls Assemblée nationale. Ça passe par un truc un peu compliqué, je passe sur les détails, mais en gros, ils vont faire la vérification des votes qui ont permis l'élection des députés du tiers. Et en gros, en faisant ça, ils se proclament Assemblée nationale, vient avec eux qui veut. Et en réalité, il y en a quelques-uns qui viennent avec eux, notamment du clergé. Mais à partir de ce moment-là, le tiers considère qu'il est l'Assemblée nationale. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des menus plaisirs où se réunissaient les députés du tiers-État. Et à partir de là, les députés du tiers-État décident de se réunir ailleurs. Ils disent, bon, on n'en a rien à foutre, puisque le roi fait fermer la salle, eh ben, on va aller ailleurs, on va aller au jeu de paume. Donc ils vont au jeu de paume, et au jeu de paume, ils font le serment du jeu de paume. Donc vous voyez, c'est l'image bien connue, là où ils ont la main en l'air, et où il y a tout le monde qui est là en train de faire le serment du jeu de paume. Et le serment du jeu de paume, c'est quoi? C'est qu'ils jurent de donner au pays une constitution et de ne se séparer que quand ils auront donné au pays une constitution. Le 23 juin, le roi décide de rouvrir la salle des États généraux, de rassembler tout le monde, mais en fait, il décide de faire ça pour casser les décisions du tiers-État et pour les envoyer péter. Et en réalité, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit oui, bon, bah maintenant, vous allez sortir de la salle et tout ça, c'est fini, cette histoire d'États généraux. Et les députés du tiers-État décident de rester là. Et à partir du moment où ils décident de rester là, c'est là l'affrontement entre le tiers-État et le roi, qui est l'affrontement central, un des affrontements centraux de la Révolution. Pour vous dire, la date du 23 juin 1789, elle tient littéralement le mur qui est derrière le président, la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a une sculpture derrière le mur de l'Assemblée nationale qui représente la journée du 23 juin 1789. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a le marquis de Dreux-Brézé qui arrive et qui dit « Messieurs, vous avez entendu le roi, il vous a demandé de quitter la pièce. » Il y a Bailly, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui dit je crois que la nation assemblée ne peut recevoir d'ordre. Et il y a Mirabeau qui, avec le talent oratoire qu'on lui connaît, dit nous sommes ici par la volonté du peuple,
Et vous connaissez la suite, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Et de fait, personne n'arrive à les sortir de là. Et en fait, petit à petit, il y a des députés de la noblesse et de l'Église qui les rejoignent. Et à partir de ce moment-là, 4 jours plus tard, le 27 juin, le roi cède et il dit puisqu'ils ne veulent pas partir, qu'ils restent. Et à partir de là, en fait, c'est l'Assemblée nationale qui l'a emporté. Donc les députés du tiers-État ont réussi à remporter la bataille de légitimité vis-à-vis du reste des États généraux et vis-à-vis du roi. Là, c'est la première phase de la Révolution. C'est une phase qui est très, comment on va dire, bourgeoise, enfin très parlementaire. Mais cette phase parlementaire s'accompagne d'un mouvement populaire qui est symbolisé par la prise de la Bastille, parce que la prise de la Bastille, c'est la prise du symbole de l'arbitraire, puisque la Bastille, c'était là où on embastillait les gens qui étaient envoyés là par des lettres de cachet, c'est-à-dire sur simple décision royale, on pouvait envoyer des gens en prison. Le 14 juillet, on prend la Bastille. Mais ce qui est moins connu, un peu avant, il se passe 2-3 trucs, genre on va cramer les barrières d'octroi, on fait des trucs comme ça pour mettre une ambiance de travail. Et puis ensuite, on va prendre les invalides parce qu'il y avait là des fusils qui étaient censés être sabotés, mais qui en fait n'étaient pas sabotés, donc tant mieux. Et puis ensuite, la Bastille, pourquoi? Parce qu'il y avait de la poudre aussi, a priori, et il y avait des rumeurs. Pour vous dire, la prise de la Bastille, ça n'est pas un événement genre une avant-garde éclairée qui décide à un moment donné d'aller prendre la Bastille, comme ça peut être le cas pour la prise du Palais d'Hiver, par exemple. C'est pas du tout ça. Et si vous voulez lire un super bouquin sur la prise de la Bastille, vous lisez 14 juillet d'Éric Villard et il vous raconte comment c'est le peuple tout entier qui va faire cette prise de la Bastille. Il faut vraiment que j'accélère. Cette prise de la Bastille, elle est importante parce qu'elle donne une dimension populaire à la Révolution française et qu'à partir de là, il y a toujours une dimension populaire et que le peuple va toujours faire avancer la Révolution plus loin que ce qui était prévu au début et ce qui était prévu par ceux qui y participent. Le 14 juillet, on prend la Bastille. Le 15 juillet, Bailly est nommé maire de Paris parce que la Révolution, ça c'est moins connu, c'est un des aspects que j'ai décidé de ne pas traiter, malheureusement par manque de temps, mais c'est que la Révolution s'accompagne d'une révolution communale et qu'il y a en permanence une commune de Paris qui prend des décisions et qui devient même une commune insurrectionnelle de Paris à partir du 9 août 1792, on y reviendra un petit peu, mais ça c'est un des éléments qui est peu connu. Donc Bailly est nommé maire de Paris. 2 jours plus tard, le roi se rend à Paris et reconnaît le pouvoir municipal. Donc en plus de la victoire qui a été obtenue à l'Assemblée nationale, vous avez une victoire populaire qui est obtenue par la prise de la Bastille. Le roi reconnaît un pouvoir municipal. Et ce jour-là, on lui remet la cocarde tricolore que j'ai mise là, premier symbole révolutionnaire. Pourquoi cette cocarde? Parce que c'est le bleu et le rouge des couleurs du peuple. Alors on dit du peuple de Paris, mais les couleurs du peuple. Et le blanc de la monarchie. Et c'est, dit-on, Lafayette qui aurait eu l'idée de rajouter le blanc. Mais l'idée, c'est que le peuple encadre le pouvoir de la monarchie. C'est ça l'idée qui est fondatrice dans le drapeau tricolore. C'est de là que vient notre symbole. Et aujourd'hui encore, on peut dire que normalement, ce que symbolise notre drapeau, c'est qu'on est censé contrôler le pouvoir exécutif. Et vous voyez que même utiliser l'article 68, maintenant, ça fait des frissons à certains. Mais en réalité, ce n'est pas si énorme. Après la prise de la Bastille, il y a ce qu'on appelle la Grande Peur. C'est appelé Grande Peur, mais c'est très impropre comme appellation parce qu'à part la Grande Peur des nobles et des bourgeois, c'est pas grand-chose d'autre. Ils disent que c'est un phénomène de grande peur, que dans les campagnes, ils ont peur, que la révolution aille à Paris. C'est pas du tout ça qui se passe. Ça, c'est l'histoire qui a été racontée après coup. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens font avancer la révolution dans les campagnes en allant foutre le feu à des châteaux et en allant brûler les comment ça s'appelle les livres féodaux, quoi, là où il y a écrit les droits féodaux des seigneurs. Donc ça, c'est la révolution à la campagne. Et au final, ce qui se produit avec ça, c'est que la grande peur, c'est effectivement celle des nobles, qui ont peur de se faire... voilà, et qui décident dans la nuit du 4 août d'abolir les privilèges. Donc l'ancien régime est définitivement aboli dans la nuit du 4 août. Et à partir du 4 août, en fait, on considère que voilà, finalement, la noblesse, les titres, tout ça, eh ben, en réalité, ça n'avait pas lieu d'être. Et donc, c'est une forme de proclamation de l'égalité. Cette... prise de la Bastille et ses conséquences, l'aboutissement de ça, ça va être la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier aboutissement de ça, qui définit à son article 3 la souveraineté et qui vous dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » À partir de là, en réalité, la Révolution a atteint son terme. C'est-à-dire que
toutes les structures qui préexistaient de l'Ancien Régime sont en réalité mises à plat ventre. Et en réalité, dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a déjà les prémices de l'idée de république. Parce que si le pouvoir appartient à la nation, bon, à partir de ce moment-là, pourquoi il y aurait un roi, pourquoi il y aurait autre chose que des pouvoirs qui sont issus directement du peuple? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contient tellement l'idée républicaine qu'aujourd'hui encore, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie de notre Constitution. C'est un des textes qui fait partie de notre Constitution et vous avez le droit de vous référer aux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour faire valoir vos droits. Et justement, c'est l'objectif de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que le préambule dit étant présente aux yeux des citoyens, eh bien, les citoyens puissent s'en réclamer. Donc, à partir de là, vous avez des bastons qui commencent sur le suffrage censitaire. J'accélère un petit peu parce que sinon je vais passer trop de temps sur ça et je veux vraiment vous parler des choses à la fin. Mais vous avez des bastons qui se passent sur le suffrage censitaire avec des très beaux textes de Robespierre que vous pourrez aller regarder sur le Mar d'Argent notamment si ça vous intéresse. C'est des discours qui sont accessibles et où la baston est de savoir si on va faire un suffrage censitaire, un suffrage universel masculin. Et un peu plus tard, il y a aussi des débats dans la Révolution, notamment portés par Condorcet et par Olympe de Gouges, sur le suffrage universel, réellement universel, c'est-à-dire incluant aussi les femmes. On aboutit, je passe sur les épisodes, je passe vraiment sur les épisodes, mais on aboutit à la République le 9-10 août 1792 en réalité. Parce qu'il y a un mouvement insurrectionnel qui cette fois-ci est un mouvement un peu d'une avant-garde, on ne va pas se mentir, où en réalité il y a la prise de contrôle de la commune de Paris qui devient la commune insurrectionnelle de Paris à partir de ce moment-là. Le roi est arrêté avec la prise des Tuileries et à partir du 10 août, en fait, de fait, la monarchie est abolie puisque le roi est mis aux arrêts. Donc partant de là, il ne reste plus grand-chose. Le 20 septembre, c'est la bataille de Valmy, qui est une date importante à retenir parce que c'est le moment où on obtient une des premières victoires militaires nationales, mais qui est une victoire obtenue par le peuple en armes. Et le symbole de ça, c'est les gens chargent en disant « Vive la nation », ce qui veut dire « Vive le peuple souverain » à l'époque. La nation, c'est ça ce que ça veut dire, même si ça a été perverti par les nationalistes après derrière. Mais la nation, c'est le peuple souverain, ce que ça veut dire. Et pour vous dire l'importance de l'événement, Goethe dira « De ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité ». Et il paraît que Kant, qui faisait tous les jours une promenade, a interrompu sa promenade quand il a appris la bataille de Valmy et qu'il est allé boire une bière, ce qui pour Kant était vraiment un événement considérable. Mais à part ça, le lendemain, quand l'information arrive à Paris, c'est la réunion de la constituante et de la convention, qui est une nouvelle assemblée, parce qu'après la chute du roi, on fait des nouvelles élections, cette fois-ci au suffrage universel pour que tout le monde puisse participer. Et il y a la Convention qui se réunit. Et la première décision de la Convention, c'est de proclamer la République, en fait, en réalité, d'abolir la monarchie. Et la République n'est pas réellement proclamée, mais c'est un détail en l'occurrence. Et cette Constitution définit pour la première fois la citoyenneté, j'y viendrai tout à l'heure, mais elle vous dit deux choses qui sont très intéressantes sur l'idée de République. Là, on est vraiment dans la Constitution de la Première République et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen augmentée, parce qu'elle a 35 articles contre la première qui en avait 17, augmentée de nouveaux droits. Et je vous en ai mis deux. L'article 28, un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Ça vous donne une idée de la souveraineté. Et ça vous dit aussi pourquoi nous pouvons légitimement défendre l'idée de 6e République à partir de ces principes, puisque notre génération n'a absolument pas décidé de la 5e République et que la génération précédente ne peut pas assujettir à ces lois notre génération, puisque la constitution qu'ils ont faite ne nous correspond pas. Et puis, vous avez l'article 35 qui vous dit jusqu'où va la souveraineté. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ce n'est pas léger comme formule que cet article 35, et ça vous dit aussi beaucoup de choses sur ce qu'on entend aujourd'hui sur la République. Donc l'idée de la République, c'est une marche vers une extension permanente de la souveraineté populaire et donc de l'extension du suffrage. Vous avez le suffrage censitaire dans la période qui suit la Révolution, vous avez le suffrage universel masculin au moment de la République, vous avez ensuite le suffrage universel, réellement universel, qui arrive en 1944,
quand même très tardivement. Même la Commune n'a pas corrigé cette grave erreur de la Révolution française, alors qu'il y avait des gens qui se battaient pour. Hein. Condorcet publie un truc sur l'égalité des sexes en 1793. Olympe de Gouges publie la Déclaration de la droit de la femme et de la citoyenne. Donc il y a matière. Il y aurait eu matière en réalité à porter ce sujet, mais ça n'a pas été fait. Donc 1944, droit de vote des femmes, et puis vous avez l'extension du suffrage en 1974 avec le vote qui passe à 18 ans, c'était 21 ans auparavant, il passe à 18 ans, et nous proposons d'être dans la continuité de ça, puisque nous proposons le droit de vote à 16 ans. Je vous ai fait à chaque fois ce qu'il reste à faire, parce que je me disais que ça pouvait être intéressant justement pour dire la République c'est nous, qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qu'on porte nous. Nous, je vous l'ai dit, on porte le droit de vote à 16 ans. Donc c'est une extension du suffrage universel parce que ça fait qu'on fait participer de nouvelles personnes à la décision politique. Ensuite, vous avez, et ça c'était un des aspects centraux de la lutte qu'on a menée aux élections européennes et législatives, lutter contre l'abstention. Mais lutter contre l'abstention, ça veut dire lutter contre la non-inscription sur les listes électorales, lutter contre la mal-inscription sur les listes électorales et lutter contre le fait que certaines personnes s'auto-excluent de la décision politique en disant ça sert à rien, ça va rien changer, etc. etc. Tout ça, c'est une manière de mettre en cause une forme de nouveau suffrage censitaire. Parce que les gens qui sont mal inscrits, non inscrits, qui ne participent pas, précisément, c'est des gens qui, généralement, ont des caractéristiques sociales qui rapprochent le vote actuel d'un vote censitaire. Les riches votent, et vous. C'était ça le sens de notre campagne sur le sujet. La République est donc organisée par la citoyenneté, par la souveraineté populaire, et elle s'organise autour d'une devise, liberté, égalité, fraternité, qui est une devise, dit-on, inventé par Robespierre. En réalité, le premier à en parler, c'est Camille Desmoulins. Je vous passe sur les détails, on s'en fout. Mais Robespierre la matérialise pour la première fois comme une devise dans un discours sur les gardes nationales en 1790, dans lequel il dit que les gardes nationales devront avoir sur la poitrine ces mots gravés: liberté, égalité, fraternité, le peuple français. Et en fait, ce discours sur les gardes nationales, je vous en parle très rapidement parce que ça me permet aussi de vous parler de la devise. Ce discours sur les gardes nationales, c'est un discours dans lequel Robespierre dit que le peuple doit être armé, parce que face à lui, il y a un pouvoir exécutif qui est armé. Et que donc, si on ne veut pas que ce soit la loi du plus fort qui l'emporte, il faut que ce soit toujours le peuple le plus fort, et donc le peuple armé. Vous aurez remarqué que nous avons adopté une stratégie différente, qui consiste, à l'inverse, à désarmer une partie du pouvoir exécutif. Et quand nous disons que nous voulons désarmer la police, c'est la police du maintien de l'ordre, donc des manifestations, et donc c'est pour qu'il n'y ait pas de pouvoir exécutif supérieur en force armée au peuple lui-même dans le cadre des manifestations, parce que sinon, eh bien, c'est la loi de Robespierre qui s'applique, c'est-à-dire la loi du plus fort. Et on a pu le voir notamment pendant la réforme des retraites, où un pouvoir exécutif a pu imposer par la force une réforme dont absolument personne ne voulait. Je commence avec donc l'idée de liberté. J'ai fait des choix, et j'assume que j'ai fait des choix. J'ai essayé de regrouper des grandes idées, des grands moments, autour d'idées un peu centrales qui les résument et qui les rassemblent. Donc pour la liberté, je vais vous parler de la sûreté et de la liberté religieuse. Okay ? La sûreté, c'est autre chose que la sécurité. Vous entendez nos adversaires. À chaque fois, je vais commencer par vous parler de ce que disent nos adversaires. Nos adversaires, ils disent, comment ils font ? Ils disent, la première des libertés, c'est la sécurité. Et puis tout le monde est là en disant oui, oui, c'est vrai, la première des libertés, c'est la sécurité. C'est vrai que si on ne se sent pas en sécurité, on n'est pas libre. Non. En fait, personne n'interroge jamais cette phrase-là. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. La première des sécurités, en réalité, c'est la liberté. Et c'est précisément ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi ? Parce que la notion de sûreté qui est contenue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle implique le fait que vos droits soient garantis. Or, la sécurité n'est pas nécessairement la garantie de vos droits. La sécurité, c'est le fait que votre intégrité physique soit protégée. Mais ça, c'est que dalle, on s'en fout, ça. Votre intégrité physique, c'est super, c'est très bien, c'est très important. Mais si vous êtes dans une intégrité physique, mais que vous n'avez aucun droit, bah, vous êtes en fait pas vraiment des citoyens. Donc, vous ne faites pas partie réellement de l'idée républicaine. Et justement, c'est l'inverse. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en fait, elle donne les idées exactement inverses. Alors, je suis désolé, après, c'est moi qui ai fait les slides et du coup, elles sont moins belles. Avant, c'était Alex, mais on n'a pas eu le temps de tout faire bien. Donc, l'article 2 vous dit que le but de toute association politique, c'est la conservation des droits, et il dit notamment donc, le droit à la sûreté. C'est quoi la sûreté ? C'est le fait qu'on ne peut pas être arrêté de manière arbitraire, par exemple. C'est pas ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites. Vous aurez remarqué qu'ils avaient foutu en cabane les jeunes qui faisaient des manifs le soir. Ça n'est pas interdit de faire des manifs. Hein.
Il n'y a pas besoin de déclarer des manifs, etc. Légalement, le droit de se rassembler et de manifester n'exige aucune déclaration préalable en préfecture. Ça, c'est des trucs qu'on fait pour être sympa avec le pouvoir exécutif. Mais en réalité, on a le droit d'aller... Là, par exemple, si on veut faire une manif, on a le droit. Normalement, personne n'a le droit de venir nous faire chier. C'est notre droit le plus absolu que de manifester. Et d'ailleurs, c'est aussi garanti par la Déclaration des droits de l'homme. Donc, normalement, on ne doit pas être arrêté de manière arbitraire. Article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il y a aussi cet article 9 que je vais vous lire. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Donc, quand un policier tue un gamin parce qu'il a fait un refus d'obtempérer, eh bien, il ne respecte pas l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que c'est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende par le code de la route et ça n'est pas puni de la peine de mort. D'accord ? Donc la peine de mort n'est pas un respect de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et pourquoi c'est extrêmement grave ? Parce que l'article 12 nous dit que précisément la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Et que donc la force publique est là pour garantir les droits de l'homme et du citoyen, pas pour les anéantir en tuant des gens. Donc quand nous sommes si durs sur les violences policières, sur la brutalité policière qui s'exprime, sur les meurtres policiers, quand nous sommes si durs avec ces mots-là, ce n'est pas parce que nous sommes contre la police, que nous détestons l'institution policière ou je ne sais quoi, c'est parce que nous détestons cette manière de faire de la police, parce que nous détestons cette manière d'utiliser les forces de police à la fois pour réprimer les mouvements sociaux, mais aussi pour réprimer une partie de la population, et en l'occurrence, les personnes qui n'ont pas ma couleur de peau la plupart du temps. Voilà ce qui se passe dans notre pays, qui est un irrespect de nos grands principes républicains. Et l'un des éléments centraux de la Révolution et des débats de la Révolution, c'est comment on fait, une fois qu'on a fait un pouvoir exécutif républicain et démocratique, pour se protéger des excès de ce pouvoir exécutif. Ça, c'est un des débats centraux de la Révolution française. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on en parle beaucoup moins. Un des autres débats centraux de la Révolution française, c'est la question de la loi martiale. Alors ça, je m'arrête un petit peu là-dessus. Parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles je veux m'arrêter dessus. La première, c'est que à partir du moment où on fait la Révolution, la conséquence, d'une certaine manière, c'est que là, on est en train de commencer à faire un pouvoir établi sur des bases légales, on a fait la démocratie, on n'a pas encore fait la République à ce moment-là, mais quand même, ces connards de Pécor, là, ils continuent à faire des révolutions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc la bourgeoisie qui est en train de faire ses petites institutions tranquillou n'accepte plus le fait qu'ayant contesté le pouvoir royal, ayant obtenu sa victoire sur le roi, ayant obtenu sa victoire sur la noblesse, ils ne veulent pas se faire prendre le pouvoir par ces gueux qui continuent à faire des révolutions. Pourquoi font-ils des révolutions ? Parce qu'ils ont faim. Et Robespierre, je suis désolé, je cite beaucoup Robespierre, mais c'est parce que j'ai lu un bouquin pendant les vacances, mais Robespierre dit... il faut se demander, si on veut se demander pourquoi les gens font des révolutions, se rebellent, il ne faut pas se demander comment on fait pour les empêcher de se rebeller, il faut se demander pourquoi ils se rebellent. Et il dit, mais si les gens n'avaient pas faim, sans doute ne feraient-ils pas des manifestations pour obtenir à manger ? Eh bien oui, c'est quand même pas con, quoi. Mais ce n'est pas ce que décide de faire l'Assemblée. L'Assemblée décide de faire des lois martiales. Et des lois martiales qui sont sans cesse aggravées. Ça commence le 21 octobre 89 parce qu'il y a un boulanger qui s'est fait tuer parce que les gens avaient faim et donc ils ont tué le boulanger en pensant qu'il gardait dans ses réserves du grain, etc. Et donc ils font une première loi martiale contre les troubles frumentaires, les troubles de subsistance, ils appellent ça. Ensuite, ils étendent ça aux jacqueries, c'est-à-dire aux rébellions dans les campagnes. Ensuite, ils étendent ça aux grèves ouvrières. Et ils étendent toujours cette loi. Et cette loi sera utilisée le 17 juillet 1791 lors de la fusillade du Champ de Mars. Le roi s'est barré, a essayé de s'enfuir. Le roi quand même a essayé de se barrer pour revenir à la tête d'une armée étrangère, faire la guerre au peuple français. C'est ça, Louis XVI, c'est ça. Hein. C'est pas le gentil Louis XVI qu'on voit maintenant à la télé, tout ça, avec la gentille Marie-Antoinette. C'est pas du tout ça. Les gens se sont barrés, ils ont trahi la patrie pour revenir nous faire la guerre. Donc c'est quand même pas des potes, quoi. Et quand le roi est ramené à Paris, eh bien, les gens sont moyennement contents, parce qu'on leur a dit, oui, non, mais il a été enlevé, en fait. Sauf que les gens ne sont pas cons, ils ont bien vu qu'il n'avait pas été enlevé, et ils ont bien vu que le roi était en train de trahir le peuple français. Donc, il commence à y avoir un peu des manifs, disons, bon, la monarchie, ça va, quoi. Ça commence à bien faire. Et la conséquence de ça, ça va être
la fusillade du Champ de Mars. Parce qu'il y a des manifs qui demandent, en fait, la République, ils n'utilisent pas ces mots-là, mais c'est ce qu'ils demandent. Et cette manifestation pacifique va être réprimée dans le sang par Lafayette et par Bailly. Et ça va être l'utilisation de la loi martiale. Pourquoi on vous a mis un petit drapeau rouge à côté? Parce qu'en fait, la loi martiale, elle dit que avant de faire feu sur le peuple quand il y a une manifestation, eh bien, il faut brandir un drapeau rouge et faire 3 sommations. Drapeau rouge. Attention, on va tirer, votre rassemblement est illégal. Drapeau rouge. Deuxième sommation, on va tirer, rassemblement illégal. Troisième sommation, et ensuite il tire. Et donc, c'est cette loi qui a été appliquée le 17 juillet 1791 dans une espèce de boucherie abominable qui va marquer les contemporains. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la Marseillaise, vous avez contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant élevé. Et personne ne se pose jamais la question de savoir c'est quoi cet étendard sanglant de la tyrannie. En l'occurrence, une des interprétations possibles, c'est que ce soit aussi ça. Et cela vous dit que la Marseillaise a une dimension, disons, comment appeler ça? On va pas dire anti-flic, mais une dimension un peu contestataire de l'autorité policière qui est contenue à l'intérieur de la Marseillaise. Raison pour laquelle en 1848, il y aura une baston sur drapeau rouge, drapeau tricolore, plusieurs années plus tard, c'est la révolution de 48, et Lamartine sauve le drapeau tricolore. On peut débattre longuement sur fallait-il sauver le drapeau tricolore ou pas, mais en l'occurrence, la décision qui est prise, c'est de sauver le drapeau tricolore, et il dit « Ce drapeau a fait le tour de la Terre en étant connu comme celui de la liberté, tandis que votre drapeau rouge n'a fait que le tour de la place du Champ de Mars. » Et c'est à cet événement, on est 60 ans plus tard, et c'est à cet événement-là qu'il fait référence, et en réalité, cet événement-là, il est marquant pour beaucoup des contemporains de cette période. Donc, la loi martiale, voilà, donc la loi martiale, je vous en ai parlé, et l'aboutissement de cette période-là, c'est justement la République, et la République, une des premières choses qui est faite, en fait, pendant la phase républicaine, c'est d'abolir les lois martiales. Donc la loi Le Chapelier, c'est celle qui étendait aux ouvriers, mais donc on abolit la loi martiale. Et ensuite, dans les principes qui sont ceux de 1793, je vous ai dit tout à l'heure l'article 35, qui est l'article qui autorise le droit à l'insurrection, mais vous avez plusieurs articles de la Constitution, je passe un peu vite dessus parce que je veux vraiment accélérer, mais vous avez plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui contestent l'idée qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, intenter au droit de manifester. Vous avez même un article, tiens, je ne l'ai pas mis, je crois que c'est le 7, vous avez un article qui dit carrément que le fait de rappeler ses droits, voilà, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, il faudra que je rajoute dans la slide, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Et là, il précise, la nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. Et donc, quand il y a des manifestations qui sont, maltraitées, je n'ai pas le bon mot, mais quand il y a des manifestations qui sont réprimées, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est clairement la présence du despotisme au regard de la Constitution de la Première République. Je vais aborder maintenant une deuxième partie. Donc ça, c'était sur la sûreté, la résistance à l'oppression, etc. Et c'est des choses qui sont assez peu mises en avant dans l'histoire républicaine. Et pourtant, c'est très central parce que c'est une des batailles les plus centrales. Ensuite, vous avez la question de la liberté religieuse. Je vais passer assez vite dessus. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » C'est-à-dire que personne ne doit être emmerdé pour ce qu'il porte sur la tête, par exemple, que ce soit une kippa ou un voile. Eh bien, personne ne doit être emmerdé pour le fait qu'il exerce sa liberté religieuse. Et certains ont tendance malheureusement à confondre la laïcité avec un athéisme d'État qui voudrait qu'on empêche les gens de porter des trucs sur la tête, d'exercer leur religion comme ils le veulent, et qui donc, d'une certaine manière, viennent contre cette idée de laïcité. Vous entendez comment parlent nos adversaires? Ils disent qu'ils nous qualifient d'islamo-gauchistes, comme avant, ils qualifiaient de judéo-bolcheviques. Pourquoi disent-ils cela? Parce que nous sommes du côté des opprimés de notre pays, et les opprimés, en l'occurrence, ce sont principalement les musulmans dans notre pays. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules personnes opprimées en raison de leur religion, et évidemment, les personnes juives notamment sont maltraitées en raison de l'antisémitisme qui continue à sévir dans notre pays. Mais
en ce moment, les personnes qui sont les plus ciblées pour leur religion, et notamment les femmes, qui sont les femmes voilées, eh bien, comme nous les défendons, on nous traite d'islamo-gauchistes, comme jadis, de judéo-bolcheviques, parce que nous avions le tort de défendre nos compatriotes juifs. Eh bien, donc la liberté religieuse, pardon, j'avais oublié une petite partie, mais donc cette liberté religieuse, elle est définie dès 1789. Et en fait, ça enjambe un peu la période réellement révolutionnaire et le moment fort de la République française, mais le 21 février 1795, il y a une loi qui proclame que la République ne salarie aucun culte. Donc déjà, dans la Révolution française, vous avez une loi qui est un peu les prémices de la loi de 1905. Et évidemment, vous avez ensuite la loi de 1905 qui définit de manière un peu définitive ce qu'est la laïcité. C'est à la fois, article 1, la liberté totale d'exercer son culte tant que ça ne trouble pas l'ordre public. Et l'article 2, c'est la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, c'est-à-dire une forme de cécité religieuse de l'État. L'État n'est pas capable, normalement, de voir si vous portez un voile, une kippa, je ne sais quoi. Il n'est pas capable. Il est matériellement incapable parce qu'il est aveugle à la religion. L'État ne reconnaît aucun culte, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir. Donc ça, c'était ma partie sur la liberté qui a duré beaucoup trop longtemps. Mais je voulais vous dire simplement, je le dis très rapidement sur ce qui reste à faire. Donc, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement. Mais il faut aller plus loin, il faut garantir effectivement ce droit. Parce que si on le constitutionnalise sans le garantir, eh ben, ça n'a pas d'impact. Donc ça, c'est un des éléments. Garantir effectivement le droit à l'avortement, c'est une liberté individuelle, mais qui est une liberté qui concerne la moitié de la population. La liberté de choisir son genre, je vous fais vraiment une liste de mesures programmatiques mais qui vont dans le sens de la liberté. La liberté de choisir son genre, c'est-à-dire la liberté de le changer à l'état civil sans qu'on vienne nous emmerder. Et le droit à mourir dans la dignité, qui sont des droits individuels mais qui sont des droits qui ne peuvent être garantis que collectivement. Ça, c'est un des éléments aussi centraux de la Révolution, c'est que vos droits individuels ne peuvent être garantis que si l'ensemble des citoyens veillent au fait que vos droits individuels soient garantis. Ensuite, on va passer à la partie sur l'égalité. Et je vais faire vraiment très très vite. Donc, l'égalité, j'ai décidé de vous résumer ça par deux grands points, la République sociale et la République anticapitaliste, parce que ça regroupe un peu tout. La République sociale, vous entendez nos adversaires dire « ouais, il y en a marre de l'assistanat, on peut trouver un travail en traversant la rue ». Ils parlent de méritocratie, comme si y avait une égalité des chances dans notre pays et que c'était la même chose de naître à Grigny et à Boulogne-Billancourt. Enfin, c'est une forme de mépris pour les classes populaires que de voir les choses comme celle-ci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dès la Révolution, dès 1792, vous avez des éléments qui vont poser les bases de la République sociale. En 1793, donc quand on fait la constitution de la Première République, vous avez l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors de travailler. » Vous avez donc là à la fois la question du droit au travail, qui va être beaucoup développé en 1848 avec les ateliers nationaux notamment, et vous avez aussi un embryon de sécurité sociale et de retraite. Parce que ceux qui sont hors d'état de travailler, excusez-moi, mais c'est les vieux et les personnes qui sont blessées. Et le 11 mai 1794, il y a un décret qui est pris sur justement ça et qui fait en fait une forme de retraite aux agriculteurs qui sont plus en état de travailler, aux artisans qui sont plus en état de travailler, et alors ça, en cherchant, en bossant, je me suis dit putain, c'est dingue, vraiment la Première République a tout inventé. Ils font une allocation pour les veuves qui ont des enfants. Donc les mères célibataires, veuves, mais le divorce à l'époque n'était pas très très développé, on va dire, mais les mères célibataires ont une allocation qui leur est donnée par la République française dès 1794. Et ça, personne n'en parle jamais, mais vous avez là des principes qui sont posés. L'article 22 vous dit que l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Et le 19 décembre 1793, il y a un décret qui est pris, enfin qui est voté, mais qui est pris, sur l'école gratuite et obligatoire pendant 3 ans, entre 6 et 11 ans. C'est pendant 3 ans, mais en fait, les parents doivent les envoyer 3 ans à partir de 6 ans.
et jusqu'à 8 ans. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est les parents qui sont punis parce qu'ils n'ont pas envoyé les gosses à l'école. Ce qui est une forme d'école donc gratuite et obligatoire qui est directement mis en place. Toutes ces idées-là, elles vont évidemment se développer à chaque étape. Je vous ai dit, les ateliers généraux, c'est l'idée du droit au travail. Le développement de l'assurance chômage, par exemple, ça fait partie du développement de ces droits. Et évidemment, le centre de cet État social, c'est la sécurité sociale qui est dans une version un peu réduite, là pour l'instant, parce que ça ne concerne que la santé d'une certaine manière. Mais nous, ce qu'on défend, c'est une sécurité sociale qui soit une sécurité sociale dans l'ensemble des dimensions de la vie et qui protège les citoyennes et les citoyens des accidents de la vie, et y compris donc par exemple du chômage, par exemple du handicap, et qui fasse que les gens qui se retrouvent dans une situation d'incapacité de travailler, eh bien en réalité ne se retrouvent pas dans une situation de pauvreté qui est due à cette incapacité de travailler. Je passe très très vite, mais on va passer à la République anticapitaliste. Alors j'ai appelé ça comme ça pour vous faire sourire, mais en réalité l'idée de République, elle est incompatible avec l'idée de capitalisme. En vrai de vrai. Si on va au fond des choses et des idées, certes, la République défend, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le fait, elle défend l'idée que la propriété est un droit inviolable et sacré. Mais en même temps, c'est une contradiction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'à la fois, elle dit ça, elle dit que la propriété, c'est un droit inaliénable, naturel, etc. Et en même temps, elle dit qu'on peut l'aliéner, en disant que si la nécessité publique l'exige, on enlève la propriété puis on donnera une juste et préalable indemnité. Oui, donc ça veut dire que la propriété n'est pas un droit inaliénable puisqu'on peut l'aliéner et que la nécessité publique peut passer d'abord. Par contre, la liberté, la sûreté, etc., ça c'est des droits qui sont effectivement inaliénables parce qu'ils sont liés à votre personne et non pas à ce que vous possédez. Donc ça c'est une des contradictions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais ce que pose comme principe assez intéressant la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'égalité devant l'impôt, avec les articles 13 et 14, parce qu'à partir de ce moment-là, on dit que les gens doivent contribuer à raison de leurs facultés. Ça veut dire, en fonction du niveau de revenu qu'ils ont, ils doivent donner plus d'argent. Et ça, c'est l'idée qui naît à partir de ce moment-là d'égalité devant l'impôt. Cette idée, elle va aller encore plus loin avec la loi du maximum et la loi du maximum général, notamment, qui va être en fait une loi de blocage des prix. À l'époque de la Révolution, en 1793, ils prennent une loi pour bloquer les prix. Alors, ils bloquent et les prix et les salaires, donc on peut se dire, bon, c'est moyen, mais à l'époque, pour le coup, la boucle salaire-inflation, elle est assez forte, puisque l'essentiel des productions est produite localement. Donc leur but, à cette époque-là, c'est d'enrayer l'inflation. Mais vous voyez que c'est quand même une idée, c'est que l'État, la République, les citoyens peuvent prendre la décision de limiter les excès du marché et donc de sortir des règles du marché capitaliste. À l'intérieur de ça, vous avez quand même des idées qui sont contenues qui peuvent être assez intéressantes pour être appliquées maintenant. Et ensuite, c'est évidemment toutes les lois sociales qui vont être adoptées année après année. Je passe très très vite parce que ça, c'est des choses qui sont un peu plus connues et un peu plus maîtrisées par des militants de gauche. Mais vous avez les lois sur le travail. Par exemple, en 1892, vous avez les premières lois qui viennent limiter le temps de travail des enfants et le temps de travail des femmes. Vous avez en 1906 le congé dominical qui est inscrit dans la loi. En 1910, vous avez les premières retraites qui sont créées. 1936, les congés payés et la semaine de 40 heures. Et puis en 1950, vous avez la création du salaire, du SMIG, salaire minimum indexé sur la croissance. Non, je ne sais plus ce que c'est le G, mais c'est quoi? Garantie, c'est ça. Salaire minimum interprofessionnel garanti. C'était ça l'appellation à l'époque et qui était, à mon avis, plus correcte que celle de maintenant. Évidemment, c'est dans cette partie-là qu'il reste le plus de choses à faire parce que nous sommes ceux qui proposent les mesures qui vont le plus loin dans l'idée d'égalité. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle est dans la loi, elle n'est toujours pas appliquée. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des sanctions contre les entreprises qui n'appliquent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, je rappelle que l'augmentation du SMIC est une mesure d'augmentation d'abord du salaire des femmes, parce que essentiellement, les personnes qui sont placées au SMIC, ce sont des femmes dans notre pays. Donc quand vous augmentez le salaire minimum, vous augmentez le salaire des femmes. Évidemment aussi l'abrogation de Parcoursup et de Parcoursup Master et avec l'allocation d'autonomie pour pouvoir faire ses études si on a envie de faire des études. Ça fait partie des éléments qui permettent de rétablir de l'égalité à l'intérieur du peuple français. La retraite à 60 ans, ça fait partie évidemment des mesures de contrôle sur le temps de travail, mais ce n'est pas un contrôle qui est sur les individus, c'est un contrôle qui est porté sur le capitalisme, sur les entreprises. En fait, c'est quoi le droit à la retraite? C'est le droit au repos, mais qui est basé sur l'idée que les gens ayant travaillé, il y a un moment donné où
on a le droit de cesser de les exploiter, quoi. En gros, la société a le droit de dire stop à l'exploitation des personnes qui sont les personnes les plus âgées dans notre pays. Bah, ça, c'est une des règles que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui naît avec l'idée de république elle-même. Et puis, sur l'impôt et l'égalité devant l'impôt, c'est évidemment aussi un des endroits où il y a beaucoup de travail à faire, avec le rétablissement de 14 tranches d'impôt sur le revenu, avec la CSG progressive. On pourrait en débattre longuement, mais nos idées et notre programme, c'est sans doute sur l'égalité qu'il travaille le plus et qu'il essaye le plus de rétablir la devise républicaine. On va attaquer maintenant la question de la fraternité, et c'est la partie sur laquelle je voulais passer le plus de temps. Donc je vais, si vous m'y autorisez, déborder un petit peu parce que c'est la partie la plus, comme on a commencé un petit peu en retard, c'est la partie la plus importante. Alors j'ai fait des choix parce qu'en réalité, chaque morceau de la devise est lié aux autres. Là, je vais parler de l'antiracisme. Mais l'antiracisme, je décide de le traiter par le bout de la fraternité. On pourrait le traiter aussi par le bout de l'égalité et par le bout de la liberté. Je décide de le traiter par le bout de la fraternité parce que je pense que c'est un des mots de la devise qui est les plus laissé de côté. On le met à la fin, on ne lui donne pas vraiment de contenu. Et puis vous remarquerez que les libéraux, ils parlent de liberté, mais ils ne parlent jamais de fraternité. Et puis que Le Pen, la fraternité, elle sait toujours pas ce que c'est. Donc voilà. Alors vous avez des gens qui, dans notre pays, disent que le racisme, c'est terminé, c'était avant. Maintenant, la France n'est plus un pays raciste. Vous avez des gens qui disent que le racisme systémique n'existe pas et que ceux qui en parlent sont des woke ou des décoloniaux. Ça, c'est des propos qu'on entend dans la société. Mais un jour, je pense que, j'espère, parce que sinon ça voudra dire qu'on a perdu, mais je pense que si on gagne, dans le long terme, hein, j'entends, ce genre de propos sera considéré comme aussi grave que ceux qui étaient tenus avant sur, par exemple, le sexisme ou le machisme. Parce que c'est un des sujets qui est les plus importants à traiter pour nous, militants politiques, dans la période qui s'ouvre, dans l'année qui s'ouvre ici. Je vais revenir un peu d'abord sur l'histoire, parce que c'est une partie complètement oubliée de la Révolution française. Alors là, il y a beaucoup de dates, on s'en fout, ok ? Je vous invite vraiment à ne pas vous concentrer sur les dates. Vraiment, ce qui compte, c'est la petite histoire que je vais vous raconter. Parce que la Révolution française est parcourue du débat sur la colonisation et sur l'esclavage. Et en réalité, la Révolution française est parcourue du débat sur le racisme. Et ça n'est pas une idée comme ça. Et quand je ne sais pas si vous avez vu, pendant les vacances, je me suis tapé une pouille sur Napoléon avec Julien Audoul. Parce que je disais, le rétablissement de l'esclavage, ça n'est pas quelque chose qui est tolérable et qui peut faire de Napoléon une figure qui rassemble le peuple français. Et là, vous avez des gros benets en général qui viennent et qui disent « Oui, mais à l'époque, c'était normal. » Non, à l'époque, c'était pas normal puisqu'on l'avait aboli. Donc, c'était pas normal. Et pourquoi on l'a aboli? C'est ça qu'il faut regarder dans l'histoire de France. Ça, si vous voulez un super bouquin sur ça, vous lisez ça, La Révolution française et les colonies, et vous avez l'essentiel vous avez un résumé des travaux qui sont faits sur le sujet. Pourquoi c'est central? Parce que à l'époque, on parle de préjugés de couleur. Et à l'époque, c'est une question centrale parce que la France est une puissance coloniale au moment de la Révolution. On a des possessions en Haïti, ça s'appelle Saint-Domingue à l'époque. On a des possessions en fait un petit peu partout, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Tout ça, c'est des colonies qui datent de la Révolution française, dont le statut s'est transformé et qui aujourd'hui ne sont plus, pour certains, des colonies, mais dont l'idée, la conquête et surtout l'esclavage qui l'accompagne datent de cette période-là, enfin sont antérieurs à cette période-là, mais sont questionnés dans cette période-là. Pourquoi? Parce qu'en 1789, il y a donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit quoi? À son article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Bah, excusez-moi, mais c'est un peu contradictoire avec l'idée de l'esclavage. Puisque si les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, pourquoi certains naîtraient dans les fers? Et que quand on proclame que ces droits sont la liberté, bah, c'est contradictoire avec l'idée de l'esclavage. À tel point que, pendant la Révolution française, il y a un lobby colonial qui a ses agents dans l'Hexagone qui vient défendre l'idée qu'on n'applique pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les colonies. Et ils organisent des mecs et tout, ils font un lobby, ils vont voir des députés, ils disent non mais tu sais en fait ce qu'on te raconte, machin, etc. Ayez en tête qu'à l'époque,
pour qu'une information traverse l'Atlantique, ça met 3 mois. Donc il se passe des trucs dans l'Hexagone qui sont connus 3 voire 4 mois plus tard en Haïti, parce que c'est Haïti qui est le centre névralgique des révolutions contre l'esclavage, et que dans l'autre sens, eh ben c'est pareil, ça met 3 mois à arriver dans l'autre sens. Donc c'est le hasard de l'existence, mais au moment où on proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans l'Hexagone, eh ben en Martinique, il y a une révolte des esclaves, qui est une révolte d'ampleur contre le système esclavagiste. En même temps, même date, 25-31 août 1789 en Martinique et 26 août 1789 dans l'Hexagone. Et vous avez des allers-retours comme ça qui sont permanents. Donc en Haïti, à partir du moment où ils apprennent l'existence de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qu'on appelle les hommes de couleur libre, c'est-à-dire les métis, qui sont généralement le fruit de viols de colons contre les esclaves, et les personnes qui sont affranchies, donc c'est ça, les personnes de couleur libre, eh bien, ils demandent l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Haïti. Et il y a des révoltes, parce que les colons ne veulent pas qu'on applique la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ces révoltes recoupent, c'est un peu compliqué, je passe très très vite parce que sinon je vais y passer trop de temps. Mais en gros, il y a des batailles pour savoir si on est rattaché à la royauté ou que si on est indépendant et qu'on peut commercer avec les autres. C'est une bataille sur le droit d'exclusif, mais ces batailles ne recoupent pas nécessairement les batailles sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toujours est-il que dans le cadre de ces batailles, je passe vraiment, j'accélère vraiment, mais dans le cadre de ces batailles, il y a des mecs qui sont chassés d'Haïti parce que ils veulent plus d'indépendance pour Haïti et que c'est les loyalistes qui ont gagné. Bref. Mais ils arrivent en France et ça provoque du bordel. Parce que vous avez des gars qui arrivent qui sont des esclavagistes. Les mecs qui arrivent en France, ils sont tout à fait d'accord avec le système de l'esclavage. Ils n'ont pas envie que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique. Mais en même temps, ils racontent les histoires. Ils racontent le fait qu'il y a des mecs qui se battent pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Et ces batailles vont arriver jusqu'à l'Assemblée nationale en octobre 1790. Et en octobre 1790, eh bien, il va y avoir un débat pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là. Et il y a des troubles particuliers qui ont lieu à Brest, parce que comme ils ont appris qu'il y avait des troubles en Haïti, bah, ils ont décidé d'envoyer des bateaux, mais les marins ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir pour aller mater des gens qui se battent pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est normal. Vous seriez marin à Brest, vous n'auriez pas envie d'aller péter la gueule à des gens qui veulent appliquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, bah voilà, bah justement, ils sont là. Sachez que l'autre nom du club jacobin, c'est le club breton, et que ça doit avoir une influence sur l'idée qu'avaient les gens là-bas. Donc, les marins refusent d'aller mater des révoltes pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça débat à l'Assemblée nationale. Et il y a Mirabeau, encore lui. Mirabeau, il se trouve que c'était quelqu'un qui était contre le système esclavagiste. Et Mirabeau prend la parole parce qu'une des revendications des gens, c'est qu'on enlève le drapeau blanc sur les bateaux et qu'on y mette un autre drapeau, et notamment un drapeau aux couleurs de la patrie. Et Mirabeau prend la parole en disant, il défend le drapeau tricolore, et il dit « Elles vogueront sur les mers les couleurs nationales, elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme celui des combats et de la... Non comme étant connu comme celui des combats et de la gloire, mais comme celui de la sainte confraternité entre les peuples, des amis de la liberté sur toute la terre, et la terreur des conspirateurs et des tyrans. » Et ce jour-là, le 24 octobre 1790, l'Assemblée nationale décide pour la première fois d'adopter le drapeau tricolore, rouge, blanc, bleu, sur les navires de la marine française. Ce qui fait que notre drapeau a une histoire qui est en partie liée aux possessions ultramarines de la France. Donc c'est une histoire qui est à la fois ultramarine et antiraciste, puisque c'est une bataille pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur la base justement d'un refus de ce qu'on appelle à l'époque le préjugé de couleur. Cette bataille sur les colonies et l'esclavage continue, et il y a notamment des gros débats en 1791 pour savoir s'il faut que les colonies puissent avoir des constitutions différentes compte tenu des spécificités, blablabla, vous connaissez ce genre d'histoire. Et il y a des débats assez importants sur la colonisation et sur le racisme dans cette période-là. Je vais vous lire un petit extrait d'un discours de Robespierre, qui est le 13 mai 1791, et voici ce que dit Robespierre dans ce débat-là. Donc c'est un moment où ils veulent constitutionnaliser l'esclavage et les colonies. Et il dit « Dès le moment où, dans un de vos décrets, vous aurez prononcé le mot « esclave », vous aurez prononcé votre propre déshonneur et le renversement de votre constitution. C'est un grand intérêt que la conservation de vos colonies.
mais cet intérêt même est relatif à votre Constitution. Et l'intérêt suprême de la nation et des colonies elles-mêmes est que vous conserviez votre liberté et que vous ne renversiez pas de vos propres mains les bases de cette liberté. Et périssent vos colonies si vous les conservez à ce prix. Oui, s'il fallait ou perdre vos colonies, ou perdre votre bonheur, votre gloire, votre liberté, je répéterai, périssent vos colonies. D'accord ? Ça, c'est 1791. Donc, ceux qui viennent la ramener sur le thème « gna gna gna, il n'y avait pas de racisme, c'était pas le sujet, puis tout le monde était raciste à l'époque », sont des menteurs, parce que ça n'est pas vrai. Parce qu'à l'époque, déjà, il y a des débats pour savoir si oui ou non on considère comme un égal une personne noire. Si oui ou non on considère que c'est normal d'aller envahir un pays étranger qui, jusqu'à présent, n'avait jamais vu un Européen, et que c'est normal, en plus de l'avoir envahi, d'aller lui ramener des gens qu'on va chercher en Afrique pour les mettre en esclavage à l'autre bout de la planète. Bah non, c'est pas normal, et il y avait déjà des gens pour le dire. Donc quand un mec décide de rétablir l'esclavage parce que c'est un gros raciste, eh bien, on est en droit de dire que Napoléon n'est pas une figure qui permet de rassembler le peuple français, parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont directement concernés par le racisme. C'est ce moment-là de la Révolution française, il est ignoré aussi parce que les gens qui font l'histoire de France sont des gens qui ne sont pas directement concernés par les questions de racisme. Faut le dire. Pendant longtemps, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est plus réellement vrai. Maintenant, il y a plein de gens qui vont chercher dans l'histoire de France ce qui s'est passé dans l'histoire des possessions ultramarines de la France. Et maintenant, il y a plein de gens qui viennent raconter cette histoire-là, qui est une histoire qui est centrale en réalité dans la Révolution française. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on est en train de faire la révolution en France, eh bien en Haïti aussi, ils sont en train de faire la révolution. Et en 1791, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman, qui est le moment où il y a des rassemblements entre les hommes de couleur libre, entre les esclaves, qui décident de faire une révolution pour l'application des principes qui sont les principes que proclame la France aux yeux du monde. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on doit y veiller comme la prunelle de nos yeux, parce que, y compris à ce moment-là, elle a un impact très puissant, parce que ce que demandent les gens, c'est l'application des principes qui ont été proclamés. Et donc, ils ont un point d'appui matériel, légal, pour dire « mais l'esclavage est une aberration, est une abomination ». Et donc, on s'appuie sur ça. Il ne faut pas croire que c'est né comme ça. Des révoltes contre l'esclavage, il y en a eu sans arrêt. C'est l'histoire des marrons, c'est l'histoire des gens qui entraient en résistance contre l'esclavage. Mais à ce moment-là, ça se structure, ça prend une dimension très forte. Et il y a des révoltes qui sont des révoltes victorieuses contre l'esclavage. Parce qu'en Haïti, ce qui se passe, je passe sur les détails parce qu'en plus de ça, vous avez la guerre contre l'Angleterre, contre l'Espagne, et donc il y a une partie qui est une partie matérielle et militaire, c'est qu'ils se disent, bah dis donc, il y a plein de gens qui sont là, on pourrait faire la guerre tous ensemble contre nos adversaires, mais en fait ils sont esclaves, donc ça serait peut-être mieux d'en faire des citoyens et qu'on fasse la guerre tous ensemble. Il y a tous ces aspects-là qui entrent en jeu et qui font que, en partie, il y a des dimensions militaires dans les batailles pour la liberté. Mais ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que ces débats à l'intérieur de l'Assemblée nationale, le 24 mars et le 4 avril, parce qu'il y a des allers-retours, je vous l'ai dit, donc ça prend du temps. Mais 24 mars, 4 avril, on prend la décision de donner la citoyenneté aux hommes de couleur libre. C'est un événement considérable, en réalité, qu'il y ait ça qui soit fait. Donc on donne la citoyenneté aux hommes de couleur libre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend la décision d'envoyer des gens pour faire appliquer les décisions de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Et en l'occurrence, qui c'est qui s'en va en Haïti ? C'est un gars qui s'appelle Sontonax, il y en a 3. Sontonax, Paul Verel, je ne me souviens plus du dernier. Mais il se trouve que, 1, c'est des Jacobins, et que 2, c'est des anti-esclavagistes. Donc tant mieux. Et ils sont envoyés là-bas, et ils arrivent du coup dans une période dans laquelle il y a des révoltes pour l'abolition de l'esclavage. Quelle décision va prendre Sontonax le 29 août 1793, il va dire bon, bah, puisque de toute évidence l'esclavage est aboli par ceux qui ont brisé leur chaîne, eh bien, donc l'esclavage est aboli en Haïti. Donc le 29 août 1793, Sontonax prend la décision d'abolir l'esclavage en Haïti, mais il ne la prend pas comme ça, il la prend parce que les mecs se sont révoltés et qu'ils ont obtenu par la lutte l'abolition de l'esclavage. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, non seulement ils ont aboli l'esclavage, ils décident d'envoyer des élus à la Convention, puisque entre-temps, il y a eu la Révolution en France et qu'entre-temps, c'est la République qui a été proclamée. Donc, il faut bien envoyer des députés pour la République de l'autre côté. Donc, les mecs, ils vont prendre le bateau. Les gens essayent sans arrêt de les arrêter. Aux États-Unis, ils essaient de les arrêter. Quand ils arrivent en France, ils sont emprisonnés. Mais les mecs finissent par arriver à l'Assemblée nationale. Et il y a parmi eux, notamment, M. Bellay, qui est le premier député noir de la République française, qui arrive. Et ils arrivent tous les 3 dans l'Assemblée nationale. Et le jour où ils arrivent, l'Assemblée nationale dit « Bon, puisque l'esclavage est aboli en Haïti, nous allons donc l'abolir dans toute la France. » Et
le 4 février 1794, la France, la République française, décide l'abolition générale de l'esclavage dans toutes les possessions de la République française. Donc, en 1794, est tranché le débat sur la question du racisme. Non, on ne peut pas faire de différence en raison de la couleur de peau. Oui, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit, et les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Oui, une personne noire a les mêmes droits qu'une personne blanche. Et oui, nous allons faire de l'intégralité des habitants des possessions de la France des citoyens de la République française. Voilà la décision qui est prise par la République. Et ça, il y a aussi, je vous l'ai dit, des débats sur colonisation, guerre de conquête, etc. etc. Et ces débats-là, ils vont donner lieu à beaucoup d'éléments dans... Là, je me rends compte que je ne vous ai pas passé des slides. Mais ça, c'est des éléments, donc sur 1789, je vous en ai parlé. 1793, tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. La nature, ça interdit la discrimination biologique, donc en raison de la couleur de peau. Et l'égalité devant la loi, je vous fais juste une petite parenthèse sur ça, mais l'égalité, elle est définie devant la loi. Pourquoi ? Parce que le seul truc qui peut définir notre égalité, c'est ça. C'est notre égalité. Dans l'isoloir, une personne égale une voix, et nous sommes égaux dans notre capacité à faire la loi, et du coup, comme nous la faisons tous, dans notre devoir de la respecter. Et puis, vous avez, ça j'ai oublié de vous le dire, mais en 1793, quand on fait la Constitution de 1793, donc c'est le 24 juin 1793, on proclame que tout homme peut engager ses services son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Ce qui est une mise en cause de l'esclavage. Donc, il y a un mouvement, c'est vraiment un mouvement de balancier. Il y a des éléments qui se passent dans les colonies, et en même temps, il y a des choses qui se passent dans l'Hexagone, qui n'est pas tout à fait hexagonal à ce moment-là. Mais je vous dis juste, du coup, la manière dont la Constitution de 1793 définira la citoyenneté, parce que vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais cette manière-là, elle interdit le racisme. La manière dont c'est défini, c'est la chose suivante. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une Française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Il n'est fait ni mention de la langue, ni de la religion, ni de la couleur de peau, ni de je ne sais quoi. Il est fait mention que d'une chose qui est scandaleuse, qui est d'être un homme. Voilà, ça c'est dommage parce que du coup ça laisse de côté la moitié de l'humanité. Mais tout le reste vous dit que la manière dont est définie la citoyenneté dès la Première République interdit la question du racisme. Et quand vous voyez aujourd'hui le nombre de papiers qu'il faut, le nombre d'années d'existence dans notre pays, la maîtrise de soi-disant les principes de la République française, je ne sais quoi, les emmerdements qu'on fait à des gens qui veulent juste rejoindre notre patrie et devenir français, eh ben, ça commence à bien faire. Parce que la République doit s'enorgueillir du fait qu'il y ait des gens qui ont envie de la rejoindre et de devenir des citoyens de la République française. Enfin, franchement, c'est quand même... ça me semble être assez évident. Je vais très très vite, je déborde un peu, je suis désolé, je prendrai quand même du temps pour les questions, sinon on fera un gros bloc après pour les questions. Mais aujourd'hui, vous avez des débats qui ont lieu sur la colonisation, et notamment sur la Kanaki, sur la légitimité ou non de la situation sur place. En fait, la Constitution de 1793 et la République, en réalité, elle tranche aussi ces sujets-là. Elle les tranche dès le départ. Vous avez l'article 118 qui dit « Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres ». Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations, il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien. Ça, c'est des règles qui interdisent la colonisation, c'est des règles qui interdisent la guerre de conquête, c'est des règles qui interdisent le droit à l'ingérence. Okay ? Tout ça, c'est des valeurs qui interdisent ce qui a été fait ensuite par la République et ce qu'il faut condamner au regard des principes de la République. Par ailleurs, vous avez l'article 121, je ne vous l'ai pas mis, mais le peuple français ne fait pas la paix avec un adversaire qui a envahi son territoire. Donc la collaboration, aussi au passage, non merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et vous avez l'article 120, je vous l'ai laissé parce qu'il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il le refuse aux tyrans. Ça vous dit aussi que le droit d'asile, c'est quelque chose qui naît avec la Première République et avec la Révolution française. Je vous dis juste, je vous ai dit, on doit condamner ce qui s'est passé ensuite, et notamment la colonisation qui est faite par la Troisième République, enfin,
elle commence pas sous la Troisième République, elle commence sous la monarchie, mais elle continue, elle est encouragée par la Troisième République. Et vous avez quelqu'un qui, comment dire, marque les frontons de nos écoles, Jules Ferry comme étant la personne qui a fait l'école gratuite, laïque et obligatoire. Très bien, merci pour l'école gratuite, laïque et obligatoire. Mais Jules Ferry, c'est aussi quelqu'un qui dit qu'il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Voilà ce que dit Jules Ferry pour justifier la colonisation. Et nous, dans l'Assemblée nationale de l'époque, nous sommes Jules Maigne. Car Jules Maigne dit, au moment où Jules Ferry dit ça, « Oh, vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l'homme ». Eh bien, quand je vous ai dit que j'allais faire des choix à l'intérieur de ce dont je devais vous parler, je vous ai dit, je vais prendre un fil. La République, c'est nous. Eh bien, dans la République, nous sommes peut-être l'école gratuite, laïque et obligatoire, mais qui était défendue aussi par d'autres gens que Jules Ferry. Mais au moment où Jules Ferry dit ça sur la colonisation, le fil rouge de la République, il est tenu par le gars qui a le courage de dire que c'est anormal de parler d'inégalité entre les races dans le pays qui a proclamé les droits de l'homme et du citoyen. Parce que c'est anormal dans la République française de considérer que des gens, en raison de leur couleur de peau, de leur religion, je ne sais quoi, pourraient être différents de nous-mêmes, parce que précisément les principes que nous avons proclamés sont des principes qui sont à vocation universelle. Et vous entendez des fois aussi nos adversaires disent oui, on aimait bien la gauche universaliste, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on est d'autre que la gauche universaliste? On est les gens qui défendent des droits universels pour l'humanité. On est des gens qui disent les citoyens français ont proclamé pour eux-mêmes ces droits-là et sont d'accord pour les reconnaître pour l'ensemble de l'humanité. On n'a pas dit ah tiens, mais on va regarder d'abord les papiers de la personne qui entre dans notre pays, on va regarder d'abord si elle fait la bonne taille, la bonne couleur de peau, le bon genre, le bon... On n'a pas dit ça. On a dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On le reconnaît pour nous, citoyens de la République française, mais on le reconnaît pour l'ensemble de l'humanité. Et ces droits sont la préservation des droits, précisément. La liberté, la sûreté, etc. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire aussi dans cette conférence, c'est que quand on dit la République c'est nous, c'est une formule évidemment pour faire référence à Jean-Luc, mais c'est vraiment ce qu'on incarne dans l'histoire. Ce que nous sommes historiquement, c'est la poursuite des idéaux de la République et l'approfondissement des idéaux de la République, y compris en regardant dans l'histoire de France ce qui ne nous plaît pas au regard des idéaux de la République et en les jugeant de manière très dure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que précisément, et c'est pour ça que j'ai centré sur la Révolution française, parce que la Révolution française donne à peu près tous les débats qu'on a aujourd'hui. Vous avez des débats sur le racisme, sur la religion, vous avez des débats sur l'égalité de genre. Vous avez plein de débats qui sont à l'intérieur de la Révolution. Et vous savez mon affection et mon amour pour Robespierre. Mais en même temps, je suis au regret de vous dire que sur la question du droit de vote des femmes, eh bien, je suis du côté de Condorcet et pas de celui de Robespierre. Voilà. Et il faut chercher dans l'histoire, il faut aller chercher les individus, les personnes, les moments, les éléments qui nous permettent de tracer un fil, parce que c'est notre histoire à nous. Et que, je vous l'ai dit, le drapeau, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas les fachos qui l'ont inventé. Ce n'est pas parce qu'ils l'utilisent que c'est à eux, c'est l'inverse. C'est nous qui les avons inventés. Et je conclurai là-dessus et je finirai là-dessus. C'est marrant, j'ai inversé ma conclusion et ma troisième partie. Mais j'en finirai là parce que je veux aussi qu'il puisse y avoir un temps d'échange. L'enjeu central de notre avenir politique, c'est la lutte contre le racisme. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni doit nous alerter parce que la société française est mûre pour le même type de situation. Les fachos, sans arrêt, excitent les gens sur la base de tel ou tel fait divers, abominable, horrible, machin a tué quelqu'un, bidule a tué quelqu'un. Et ils excitent les peurs, ils excitent les haines, ils excitent sans arrêt, pour montrer du doigt toujours les mêmes individus, toujours les personnes qui n'ont pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion. Ah, ils s'en foutent, hein, quand c'est un mec qui tue sa femme et qu'il est blanc, ils en ont rien à faire, ça les intéresse pas, c'est pas un sujet. Les féminicides, quand c'est des blancs, c'est pas un sujet pour les racistes. Non, ce qui les intéresse, c'est vraiment la personne qui va pas avoir le bon prénom, pas la bonne couleur de peau, pas les bons cheveux, pas je ne sais quoi, bref, qui va pouvoir permettre de créer une division à l'intérieur du peuple français. Mais je suis aussi au regret de vous dire, camarades, que la gauche n'est pas exempte des comportements racistes. Et le travail central que nous avons à faire comme militants politiques,
c'est aussi celui de lutter contre le racisme systémique. Et de comprendre que le racisme n'est pas seulement un racisme actif, c'est-à-dire ça n'est pas seulement le fait des gens qui considèrent comme Jules Ferry qu'il y aurait une inégalité en raison de la couleur de peau. Ça n'est pas seulement ça la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme, ça implique de considérer le racisme comme un système de domination, et pas de domination dans l'air, de domination des Blancs sur les autres, parce que c'est ça le système raciste, tel qu'il s'organise de manière systémique. Cela veut dire que, de la même manière que nous avons été capables, militants de gauche, de comprendre que le sexisme, le patriarcat sont des systèmes de domination des hommes sur les femmes, et que donc les hommes, qu'ils le veuillent ou non, ont des comportements qui sont des comportements machistes, sexistes, parce qu'ils grandissent dans un système de domination, et que c'est encore plus difficile de voir qu'on est dans un système de domination quand on est dominant, puisqu'on est au sommet de ce système de domination et que c'est un petit peu compliqué de voir que vous avez des comportements qui sont des comportements de dominants. Et qu'il faut donc se déconstruire pour permettre de faire en sorte qu'on soit un peu moins con que les générations qui nous ont précédés, et un peu plus respectueux avec les femmes. Eh bien, il y a le même travail à faire sur le racisme. Et je vous le dis avec un peu de dureté, mais on n'en est pas exempt, nous non plus, de ce type de comportement. On n'est pas exempt, nous non plus, des types de comportements qui peuvent être excluants pour des gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, pas la bonne religion, etc. Parce que nous aussi, on reproduit le système de domination. Je vais vous donner un exemple très concret qui me concerne moi, parce que comme ça, au moins, ça vous permettra peut-être de réfléchir vous aussi sur ce sujet-là d'une manière un peu plus avancée. Quand j'ai grandi à Châteauroux, au milieu de la France, et ma connaissance, les études que j'ai faites m'ont emmené à un moment donné à aller à Paris. Quand j'ai dû aller à Paris, j'ai dû chercher un logement. J'ai cherché un logement où c'était pas cher, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, place Stalingrad et dans Porte de la Chapelle. Et que se passe-t-il dans les endroits où c'est pas cher ? Il y a plein de gens qui n'ont pas ma couleur de peau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relégation sociale qui est aussi une relégation raciale qui existe, une discrimination sociale qui passe par une discrimination raciale, et que donc les gens qui sont pauvres sont aussi souvent des gens qui n'ont pas ma couleur de peau. Et vous savez quel a été mon ressenti ? Je me suis senti en insécurité. Pourquoi ? Parce que la télé, la société m'avait appris que quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma couleur de peau, c'est un quartier populaire, et que quand c'est un quartier populaire, c'est de l'insécurité. Je vous parle du sentiment que j'ai ressenti moi, parce que ce sentiment est un sentiment raciste. Et que j'étais déjà un militant de gauche à l'époque. Et que j'étais déjà un militant antiraciste dans les termes que je portais. Mais quand je vous dis qu'il y a un travail de déconstruction à faire, c'est que précisément ce genre de réflexion, de comportement, de ressenti, ce sont des comportements, des réflexions, des ressentis qui existent chez plein de gens dans la population française. Parce que les médias construisent sans arrêt cette image des quartiers populaires comme étant des quartiers dangereux, violents, etc. Ils ne montrent jamais le voisin qui va monter les courses à la mamie, ça ils ne le montreront jamais. Ils ne montreront jamais la solidarité, la fraternité, l'égalité qui existe à l'intérieur des quartiers populaires, l'antiracisme qui existe dans les quartiers populaires. Et c'est sans doute la raison pour laquelle aussi les gens votent aussi fortement pour les insoumis, parce que nous portons ces discours-là. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous avons, nous aussi, à nous remettre en cause, particulièrement comme militants de gauche. Parce que si nous ne sommes pas la pointe avancée du combat antiraciste, si nous ne sommes pas capables de nous remettre en cause et de mettre en cause les comportements de nos semblables sur les questions de racisme et d'antiracisme, alors nous ne serons pas des militants antiracistes conséquents, de la même manière qu'en n'acceptant pas de nous remettre en question sur les questions féministes, nous n'étions pas des militants féministes conséquents. Donc le travail central que nous avons à faire, c'est certes de combattre le racisme dans la société, en particulier le racisme actif dans la société, mais de combattre le racisme systémique partout. Partout où il existe, nous devons combattre ce racisme systémique. En trouver les modes d'expression, en trouver les moyens d'articulation, les comprendre à l'intérieur de nous-mêmes et les chasser. Parce que la République a besoin de ça. Parce que nous avons besoin d'être le peuple français uni et indivisible. Parce que face à nous, il y a justement les gens qui veulent diviser le peuple français en raison de la couleur de peau, en raison de la religion, qui ciblent sans arrêt nos compatriotes musulmans et nos compatriotes qui ne sont pas pour toujours nés dans notre pays. C'est un combat que nous devons porter parce que nous avons vu ce que ça donne. Nous avons vu les émeutes raciales sur la base précisément de ça. Nous savons que ça peut arriver dans notre pays.
Donc notre devoir de citoyen de la République française, c'est de regarder chacun des individus que nous croisons comme des frères et comme des sœurs. C'est pas pour rien qu'il y a le mot fraternité dans la devise de la République française. Et le moyen central de la lutte pour la fraternité, le moyen le plus fondamental, c'est de réfléchir à ce que nous sommes nous-mêmes, de réfléchir à nos propres comportements, de chasser les comportements qui peuvent chasser les autres. Et j'en terminerai là-dessus. Parce que l'abstention n'est pas illogique et n'a pas de cause. Et on ne peut pas dire, ah bah tant pis, bon, bah, s'ils ne vont pas voter, on aura tout fait. Et... Non, 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 non. Tant qu'il y a une personne qui ne vote pas, c'est une partie de la souveraineté populaire en moins. Et le racisme, ce qu'il provoque, c'est deux choses. C'est la division à l'intérieur du peuple français. Donc c'est une victoire plus facile pour le capitalisme et pour la bourgeoisie. Parce que comme ils arrivent à diviser le peuple, bah, y a des gens qui vont voter à droite parce qu'ils sont racistes. Ils se disent, bon, bah, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, le grand remplacement, c'est horrible, etc. Donc ils vont voter à droite parce qu'il y a des mecs qui disent, bouh, à bas les Noirs et les Arabes, en gros. Et ça, c'est un des éléments. C'est un vote, c'est une division du vote populaire. Mais il y a un autre élément. Et c'est cet élément-là aussi qu'il faut avoir en tête. C'est que le racisme provoque une exclusion et une auto-exclusion des personnes qui sont concernées. Je suis au regret de vous dire, les camarades, que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont ma couleur de peau. Ça veut dire qu'on a du travail à faire aussi. Hein. Et c'est pas genre youpla boum, youpi. Hein. On a du travail à faire. Et il va falloir qu'on fasse ce travail. Parce que c'est pas normal, si on est le mouvement antiraciste du 21e siècle, que notre salle soit aussi de la même couleur de peau que moi. D'accord ? Et je le dis pas méchamment, je le dis pas comme je le dis comme c'est un problème, mais c'est un problème qui a des causes. Et ces causes sont à la fois sociales, mais elles sont aussi... Il y a une forme de racisme qui peut s'exprimer. Et tant qu'il y a du racisme qui s'exprime dans la société, tant qu'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise à l'intérieur d'une organisation politique, bah, ils ne vont pas venir. C'est normal. Et c'est la même chose sur le vote. C'est qu'il y a des gens qui s'auto-excluent du système politique parce qu'ils disent, bah, de toute façon, qu'est-ce que ça va changer ? De toute façon, ils sont racistes à droite comme à gauche, donc pourquoi j'irais voter pour ces gens-là, vu qu'ils disent la même chose tous entre eux. Et quand il y a des gens qui disent, oui, non, bah oui, bah, Naël, il s'est fait tuer, c'est pas grave. Oh, c'est normal, c'était un état de légitime défense, la police. Quand il y a des gens qui ne prennent pas en charge la colère, qui est une colère basée sur le sentiment d'exclusion lié à la couleur de peau ou à la religion, si personne ne le prend jamais en charge, si personne ne dit jamais rien, et si quand on arrive dans l'organisation, eh ben, on revit les mêmes exclusions que celles qu'on vit dans le reste de la société, pourquoi donc militer ? Pourquoi rejoindre un mouvement politique qui veut changer les bases de la société ? Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire et on va gagner. Bonjour, alors tout d'abord merci pour cette conférence, c'était très clair et très intéressant. Donc moi j'avais deux questions. Donc tout d'abord dans la DDHC à l'article 3, donc c'est la souveraineté nationale, on évoque la souveraineté nationale et dans la Constitution de 1958 on dit que, est inscrit que c'est la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Mais est-ce que la souveraineté nationale c'est considéré comme étant la souveraineté du peuple selon Rousseau ou est-ce que c'est la souveraineté nationale selon Sieyès ? C'est quelle conception qui est adoptée au niveau de la DDHC ? Bon, je pense qu'en 1958, il y a eu un compromis entre les deux, mais en 1789, quel était l'esprit des rédacteurs de la déclaration. Ensuite, concernant la police, donc en fait, je voulais savoir déjà si Robespierre, est-ce qu'il considère que, il est totalement contre le monopole de la violence physique légitime de l'État. Et concrètement, le désarmement de la police, est-ce que ça consiste à modifier par exemple le code de procédure pénale pour indiquer que par exemple la police judiciaire, elle va simplement utiliser les armes en cas non pas de suspicion de crime, mais en cas de crime avéré. Et est-ce que c'est un désarmement total de la police administrative et comment concrètement ça peut se mettre en place ? Et enfin, j'avais juste une dernière question. Donc, concernant l'article 3 de la Constitution de 1993, est-ce qu'on peut dire que c'est une base de la conception subjective de la nation, selon Ernest Renan, ou pas ? Merci. Bonjour. Moi, j'ai deux questions, je vais essayer d'être vraiment rapide. La première, c'est comment réussir, selon toi, à conjuguer le handicap et la notion de république ? Et la deuxième, tu as parlé d'Olympe de Gouges, en sachant que c'est une personne qui était royaliste. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est contestable sur ce point-là, justement ?
D'abord, merci pour ton intervention, enfin pour ta présentation et surtout merci pour ces 8 dernières années maintenant. Ma question portait sur l'idée que se fait donc la France insoumise d'une éventuelle 6e République et notamment donc, de cette nouvelle constitution et comment intégrer l'idée de décolonisation dans la 6e République, notamment en prenant compte notre dernière, donc la 5e République qui... Certes, les gens disent que oui, elle a modelé la décolonisation, notamment dans les anciennes colonies africaines, mais on a vu à quel point elle était désastreuse dans l'idée, notamment merci Charles de Gaulle pour avoir compliqué l'idée de la décolonisation. Donc ma question c'était comment est-ce que la France insoumise prend en compte l'idée de décolonisation dans la 6e République. Merci. J'en prends d'autres ou c'est déjà pas mal ou... Allez. Oui, bonjour. J'avais une toute petite question assez rapide ici. Question un peu juridique parce que voilà, moi il me semble bien que du coup la déclaration des droits de l'homme, droits de l'homme et des citoyens est bien incluse dans la Constitution. Et je me demandais du coup, est-ce que ça m'étonnerait du coup que ce soit quelque chose d'opposable puisque bon, je suis pas sûr qu'on puisse faire valoir justement des éléments de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens sur certaines choses, là notamment les éléments racistes, etc., de certaines politiques. Je me demandais un petit peu aussi quelle juridiction du coup éventuellement pouvait la faire respecter, s'il y avait des éléments un petit peu de ce côté-là, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel du coup pour voir un peu la constitutionnalité de certaines lois et de certaines pratiques. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Merci beaucoup. Une toute dernière peut-être. Bonjour. Ma question, c'est qu'est-ce que tu répondrais aux gens d'extrême droite qui qui nous demandent c'est quoi être français et même maintenant les gens en général, est-ce que c'est avoir la nationalité française, est-ce que c'est une idéologie, c'est quoi? Voilà. Merci beaucoup. Alors déjà, je suis absolument pas compétent pour répondre sur les premières questions que tu m'as posées parce que j'avoue que tu me colles. Je suis pas assez connaisseur ni de Sieyès ni de Rousseau. Je suis très connaisseur de Robespierre et la théorie de Robespierre, je peux en parler pendant des heures. Sieyès, à part avoir lu Qu'est-ce que le tiers-état, je suis pas allé beaucoup plus loin. Mais tu fais nécessairement des choix quand tu étudies des périodes. Ils se réfèrent tous beaucoup à Rousseau dans la Révolution française. Mais dans les personnes que j'ai choisi moi de suivre et dans les fils que j'ai choisi de suivre, Sieyès est moins une des personnes que j'ai choisies. Sur la souveraineté nationale, je peux répondre à partir des éléments que je connais de l'idée. En fait, justement, ce qui est assez intéressant, et là pour le coup, moi je vous invite à aller regarder, c'est un super discours. Le discours de Robespierre sur le marc d'argent, le marc d'argent, c'est quoi? C'était la somme d'impôts qu'il fallait pouvoir payer pour être élu de la République. Et après, il y avait des degrés différents de paiement de l'impôt pour pouvoir être citoyen actif, citoyen passif, etc. Et Robespierre a une manière de parler de ça qui est très éclairante sur la notion de souveraineté entre, d'un côté, ceux qui défendent une souveraineté limitée, c'est-à-dire, en gros, il y en a qui défendent une souveraineté limitée sur la base de « ont le droit de participer à la vie de la nation », ceux qui produisent assez pour que ça soit utile à l'ensemble de la nation. Sous-entendu, il y en a plein qui servent à rien. Et donc, ils n'ont pas le droit de citoyen. Et Robespierre a une formule qui est quand même assez géniale. Il dit, mais c'est le peuple qui vous a sauvé. Le 14 juillet, il parle du 14 juillet. Il dit, mais c'est le peuple qui vous a sauvé, vous, les bourgeois qui sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il ne dit pas bourgeois, parce qu'à l'époque, on ne dit pas trop ça. Puis lui-même en est un, donc ça va être compliqué. Mais il dit, c'est le peuple qui vous a sauvé. Et le peuple vous a donné mandat pour accomplir sa souveraineté. Et aujourd'hui, vous, de quel droit vous voudriez limiter la souveraineté de ceux qui ont proclamé la liberté de l'ensemble du peuple? Donc la souveraineté nationale, elle est conçue comme, en tout cas pour ceux qui sont plutôt de notre bord, elle est conçue comme une souveraineté qui est
nécessairement la plus étendue possible, avec la limite que j'ai dite, qui est le droit de vote des femmes, où là, à part Condorcet, qui vraiment se bat sur ce sujet-là, et se bat bien sur ce sujet-là, il n'y a pas grand monde qui prend la parole de manière aussi belle que Condorcet. Et l'autre dimension, je l'ai un peu laissée de côté, mais c'est l'éducation. C'est-à-dire que quand on fait la loi sur l'école gratuite et obligatoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils disent que le décret qui est publié, il dit ils devront édifier les écoliers pour en faire des citoyens, et on se référera au texte de la Déclaration des droits de l'homme, de la Constitution de la Première République, et ils disent les principes de l'humanité. Je trouve ça génial. Enfin, je me suis demandé du coup si c'était un texte qui s'appelle les principes de l'humanité, mais non. Mais voilà. Donc l'idée de la souveraineté, je ne peux pas te répondre sur la division que tu poses parce que je ne la connais pas, très honnêtement. Mais voilà. Sur Robespierre et la police, j'étais en train de chercher, ça c'est un bon bouquin aussi, c'est les discours de Robespierre, ça s'appelle Pour le bonheur et pour la liberté, et vous avez un peu des discours de Robespierre à plusieurs étapes de la Révolution, sur des grands sujets qu'il a traités, et dans lesquels je vous ai pris notamment le truc sur les colonies. En fait, ce que dit Robespierre, c'est que dès lors qu'on va nommer un pouvoir exécutif et que ce pouvoir exécutif va être doté d'une force armée, si jamais il n'y a pas en face une force armée équivalente, le réflexe de tout pouvoir politique qui peut appliquer la loi du plus fort, c'est d'appliquer la loi du plus fort. Et hier, vous avez entendu Jean-Luc vous dire que la pente, c'était la pente vers l'autoritarisme et même vers le totalitarisme. Mais en fait, de fait, à partir du moment où il y a une force politique qui a assez de moyens pour appliquer sa loi par la force quand elle constate qu'elle est minoritaire dans la société, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Je veux dire, matériellement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Emmanuel Macron, s'il le veut, de faire un État autoritaire? La seule limite à ça, c'est petit 1, est-ce que la police est d'accord pour le faire? Peut-être pas. Par contre, peut-être qu'elle est d'accord pour faire un pouvoir autoritaire de Le Pen. Ça, c'est une possibilité. J'ai des doutes sur le fait qu'il soit d'accord pour faire un pouvoir autoritaire de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il pense qu'on les aime pas, qu'on les déteste, etc. Mais il y a une question qui repose sur qu'est-ce que l'appareil policier souhaite, veut faire, est-ce qu'il a une capacité d'autonomie ou bien est-ce qu'il respecte les règles de la République? Vous avez déjà entendu Alliance dire que le problème de la police, c'est la justice. Donc c'est avec des comportements factieux d'aller devant l'Assemblée nationale, de venir mettre en cause les députés, etc. Donc l'appareil policier, il a une autonomie propre de ses décisions politiques potentiellement. Je ne vous dis pas que c'est le cas dans les règles de la République, je vous dis potentiellement. Et justement, ce à quoi réfléchit Robespierre et d'autres, ce à quoi réfléchissent Robespierre et d'autres pendant la Révolution française, c'est comment on fait pour qu'un pouvoir armé ne soit jamais un pouvoir d'oppression. Donc la garantie qui est donnée, c'est le droit à l'insurrection. C'est quand même assez fort. Et le droit à l'insurrection armée en l'occurrence. Mais nous, on ne peut pas être d'accord avec ça. Je veux dire, on peut pas. Je ne vais pas aller me pointer sur un plateau télé en disant bah oui, bah moi je défends le droit à l'insurrection armée. D'ailleurs, demain, je pense qu'il faut que chacun se dote d'une fourche pour pouvoir aller piquer le cul des bourgeois. Je ne vais pas dire ça. C'est quand même un peu compliqué. Non, je ne vais pas dire ce que je pense. Mais je ne vais pas dire ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, j'ai plusieurs options. Soit je dis c'est un problème que le pouvoir exécutif soit autant armé, ce que je considère, c'est un problème que le pouvoir exécutif soit autant armé. Soit je dis d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai dans l'idée qu'on pourrait définir un droit à l'insurrection pacifique. Des réflexions. Le droit à l'insurrection, ça vous dit là, article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ah ah, mais est-ce que le droit à l'insurrection est défini? Non. On pourrait dire qu'il y a des pétitions insurrectionnelles. Genre, s'il y a 10 millions de signatures sur une pétition, alors on revoit la Constitution. C'est une pétition insurrectionnelle. Voilà. Je vous donne un chiffre comme ça, hein, mais tout est dans qu'est-ce que c'est que le droit à l'insurrection? Qu'est-ce qu'on définit derrière le droit à l'insurrection? Est-ce qu'on définit un droit violent ou est-ce qu'on définit un droit pacifique derrière le droit à l'insurrection? Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai noté juste Ernest Renan, mais je me souviens plus, c'était sur la nation. C'était quoi là? La conception subjective de la nation. Alors, je ne maîtrise pas assez, je suis désolé. J'imagine que ce qu'il dit, c'est est-ce que la nation se pense elle-même comme nation et qu'est-ce qu'on met derrière le concept de nation? Ouais. Donc, j'y répondrai sur la partie c'est quoi être français.
parce que comme ça, je peux pas répondre concrètement très directement à ta question. Ça fait partie des bouquins que je veux lire d'ailleurs, mais j'ai pas encore eu le temps malheureusement. Sur handicap et République, bah, en fait, c'est contenu dans... Pour tout te dire, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je mets la question du handicap dans les sujets que je vais traiter? Et je me suis dit, ça va être trop long, je vais pas le faire. Et en même temps, le fait de faire ce choix-là, c'est mettre de côté la question du handicap. Donc, c'est mettre de côté une question qui est, bah voilà, c'est toujours trop long, on ne va pas parler du handicap. Et c'est assez fréquemment le cas. On met toujours de côté la question du handicap. Et par ailleurs, je vous invite aussi à penser la question du handicap comme une question systémique, parce que la société, elle est systématiquement au sens de système, systématiquement violente avec les personnes en situation de handicap, notamment avec les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Si vous avez envie, vous faites le test, vous vous déplacez une journée dans la ville où vous habitez en fauteuil, et puis vous verrez assez rapidement pourquoi la société est discriminante vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Mais ce n'est pas les seuls handicaps qui existent. En tout cas, ce que dit l'idée républicaine vis-à-vis de la situation de handicap, c'est que ça fait aucune différence, qu'il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va justement... Ce que dit la Constitution de 93 et ce que disent les décrets de 1794, je donne les siècles parce que sinon vous avez pensé que c'est des décrets qui datent de l'année dernière. Mais ce que disent les décrets sur le sujet, c'est précisément quand une personne est en situation d'invalidité. Alors à l'époque, on parle d'invalidité dans la capacité à accéder au travail, mais c'est la société doit pourvoir aux besoins des personnes qui sont en situation de handicap, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la cause de leur handicap. Et pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit à égalité et qu'une personne ne peut pas être à égalité si jamais son handicap veut dire en fait la mort. Parce que c'est ça ce que ça veut dire dans un certain nombre de cas. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est un des trucs que j'ai décidé de laisser de côté, c'est dommage. Mais l'idée de droit à l'existence, de droit au bonheur, c'est des idées aussi qui sont centrales dans la Révolution française. Et pour le coup, sur la question du handicap, ça en fait partie. Sur Olympe de Gouges, évidemment... Olympe de Gouges, c'est pas ma tasse de thé sur le sujet de la monarchie. Et c'est pas la personne que je vais dire ah mais glorifions Olympe de Gouges, la glorieuse par ailleurs des fois raconter n'importe quoi aussi. Mais ce que je voulais dire, petite parenthèse, mais quand on regarde l'histoire et quand on suit des cours d'histoire, je sais pas si vous avez cette impression-là, mais moi j'ai cette impression-là. On a l'impression que les gens sont des statues, c'est-à-dire ils sont là. Mais en fait, ils sont pris dans une espèce de marbre qui est le poids de l'histoire. Et ils sont pris à des positions, à des moments donnés. Et ils sont là comme ça et ils font des trucs. Mais c'est comme si c'était une grande roue et que ça roulait et que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire autrement. Or, c'est pas ça. Chacun des individus qui composent l'histoire nationale et d'une manière générale l'histoire de l'humanité sont des gens qui font des choix à des moments donnés. Ils se disent tiens, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Et ils ont peut-être des ambitions personnelles ou au contraire, ils en ont aucune et ils s'en foutent et voilà. Et en fait, moi, je vous invite à vous mettre à la place des individus que vous regardez dans l'histoire. Vous dire tiens, mais pourquoi il dit ça? Mais qu'est-ce qui l'amène à faire ça? Pourquoi il fait ce choix-là? Et est-ce que s'il faisait ce choix-là, plutôt que tel autre, l'histoire pourrait être différente? C'est un grand débat philosophique. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Est-ce que c'est une grande roue sociologique qui décide de toute façon pour tout le monde et il ne peut pas y avoir d'autres histoires différentes et l'histoire est une grande marche sociologique qui ne peut pas sortir de son lit? Ou bien est-ce que les actes individuels peuvent avoir un impact sur le cours de l'histoire? Je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous vous êtes dit que les actes individuels pouvaient avoir un impact sur le cours de l'histoire. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on peut juger d'autant plus durement les gens qui nous ont précédés. À la fois avoir parfois de l'admiration pour eux, mais en même temps une admiration qui ne doit pas être une admiration béate et bornée. Je vous parle beaucoup de Robespierre, mais je sais qu'il a des limites. Je l'aime bien parce que je trouve que tout le monde le déteste, donc j'ai envie de le défendre. C'est comme ça. Moi, je vois un type où tout le monde lui crache dessus, je me dis tiens, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire pour qu'on lui crache dessus? Et en fait, vous vous rendez compte que Robespierre, c'est à peu près Mélenchon. C'est un mec, il a fait des trucs bien. Il a porté la révolution assez loin. Et puis, c'est comme si les mecs qui nous traitent d'antisémites aujourd'hui gagnaient et qu'à la fin, pour l'histoire, à jamais, on serait considérés comme les grands antisémites du XXIe siècle. Or, c'est pas ce qu'on est. Et or, justement, on est en train de mener une bataille pour l'unité du peuple français, quelle que soit la religion des personnes qui sont concernées. Donc, vous voyez bien, au regard des propos qui sont tenus contre nous, que ça peut arriver de temps en temps dans l'histoire, qu'il y ait des gens qui soient ciblés pour des choses qu'ils n'ont pas dites et où on les fasse passer pour des salauds. Robespierre, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Ça, si vous voulez lire un super bouquin, vous lisez Jean-Clément Martin,
la biographie de Robespierre, ça s'appelle La fabrication d'un monstre, et il vous raconte comment, après la mort de Robespierre, ils créent la légende noire de Robespierre en lui mettant tout sur le dos, y compris leurs propres crimes à eux. Tous les mecs qui ont fait n'importe quoi, ils disent ouais non c'était Robespierre en fait. Tu vois, genre il a tué quelqu'un, non mais c'était Robespierre. Voilà, et à la fin il reste comme un tyran, un démon horrible, là là mon dieu il buvait du sang, il avait des abat-jours en peau humaine, enfin vraiment la totale. Hein. Non mais je vous jure, c'est des trucs qui ont vraiment existé. Ils ont vraiment dit que Robespierre il buvait du sang et que dans ses yeux injectés de sang, etc. On m'a offert, je suis très content qu'on m'ait offert ça, on m'a offert je l'ai pas encore lu, mais on m'a offert ouais, je sais, il faut arrêter. On m'a offert le bouquin qui a été fait, comment on appelle ça, le rapport qui a été fait sur les objets retrouvés chez Maximilien Robespierre, qui est le truc qui a servi à le démonter en disant les abat-jours en peau humaine, des lunettes faites avec des os, etc. Enfin bref, la totale. Ensuite, comment concilier l'idée de décolonisation et de 6ème République ? En fait, la colonisation est contraire à l'idée de République même. Donc, le problème, c'est que la République soit coloniale d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, d'une manière générale, le principe de base de la République, c'est qu'on ne va pas faire chier les autres. On décide pour nous, on fait des lois pour nous, on les proclame si on veut pour l'humanité tout entière, si jamais les autres en veulent, mais c'est tout. Et on ne va pas plus loin que ça. Et on se limite à notre territoire et c'est tout, point barre. Donc, comment concilier les deux ? En fait, il y a un truc qui doit se produire maintenant. C'est que chacun doit, dans l'idée de constituante, définir sa volonté de participer ou non à la République française et à la nation française. Chacun doit dire s'il a envie de faire partie de la République et de la 6ème République, et si oui, sous quelle forme. Est-ce que c'est une forme fédérale ? Est-ce que c'est une forme unitaire ? Bref, en tout cas, il faut que celles et ceux qui sont concernés par les questions coloniales, donc notamment au regard de l'ONU, vous avez 3 territoires qui sont considérés comme à décoloniser par l'ONU. La Kanaki, la Polynésie et Mayotte. C'est les 3 territoires que l'ONU considère comme à décoloniser. Pourquoi les autres non ? Pour la petite histoire. La Réunion, c'est parce qu'il n'y avait personne qui habitait. Donc on a colonisé personne vu qu'il n'y avait personne. Ça a été une colonie de peuplement uniquement. Et les autres territoires, c'est encore pire. C'est parce qu'on a tué tout le monde. Donc il n'y a plus les peuples premiers pour dire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est plus des territoires à décoloniser, c'est parce que comme il n'y a plus de peuple premier, il n'y a plus qu'un territoire, quoi. Donc, mais ça n'exempte pas des questions qui sont posées vis-à-vis des individus qui habitent aujourd'hui sur ces territoires-là. Et vous avez des gens qui sont dans des logiques d'autonomie, voire d'indépendance. Et c'est un débat qui doit être mené démocratiquement et il ne peut pas y avoir de république qui s'impose par la force. Et par ailleurs, je vous invite à réfléchir à cette idée-là. Mais réfléchir à une forme de république qui soit plus fédérative et qui permette plus l'adhésion libre. C'est pas obligé de s'appeler la France, hein, ça peut s'appeler la Grande République universelle. On peut changer de nom de pays aussi, c'est pas interdit. Mais l'idée de réfléchir à une nouvelle forme d'organisation de nos institutions, c'est aussi permettre que s'il y en a qui ont envie de venir, ils peuvent. Pourquoi pas après tout ? Est-ce que l'idée républicaine doit se limiter au territoire actuel de la République française ? Pas forcément. S'il y a des gens qui ont envie d'adhérer à une nouvelle république qui serait fondée sur d'autres bases, pourquoi pas ? Si jamais l'idée c'est qu'on se reconnaisse des droits similaires et qu'on soit tous citoyens à égalité. Je vous laisse juste l'idée comme ça dans la tête, mais ça fait partie aussi des idées si c'est fondé sur la libre adhésion. Par ailleurs, la Corse, c'est aussi un débat. La Corse est, je veux dire, matériellement, si vous regardez dans la Révolution française, c'est une colonisation, la Corse. C'est littéralement comme ça que ça se passe. Il y a un pays libre et on va leur imposer par la force un autre régime que celui qu'ils avaient décidé. Parce que figurez-vous qu'ils ont fait une constitution avant la France. Bah ouais. Et il y a d'ailleurs, au moment où il y a des débats sur la libre adhésion de la Corse à la République française. Je vous jure, c'est trop intéressant. Allez regarder dans l'histoire de France parce que vous allez tomber des nues sur la manière dont s'est construit le territoire de la République française. J'accélère. C'est assez simple. Sur la déclaration des droits de l'homme inscrite dans la Constitution, c'est effectivement le Conseil constitutionnel qui est compétent pour dire s'il y a respect ou non de la déclaration des droits de l'homme, parce que vous avez 3 textes qui font partie du bloc de constitutionnalité, en plus de la Constitution: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préambule de la Constitution de 1946, où ça dit quand même que tout ce qui est d'utilité publique doit être nationalisé. C'est pas trop respecté.
Et puis, vous avez la charte de l'environnement de 2004 qui fait aussi partie du bloc de constitutionnalité. Donc, vous avez le droit de faire valoir constitutionnellement des droits environnementaux. Pareil, j'ai choisi de laisser de côté la question environnementale alors qu'elle est centrale. Mais vous voyez bien, j'ai dépassé mon temps, donc il fallait que je fasse des choix. Mais ça aurait pu être dans Fraternité. Et enfin, c'est quoi être français? Alors, merci d'avoir posé la question. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. À aucun moment, jamais, nulle part, depuis que la France est une république, n'a été dit d'une manière ou d'une autre que être français serait une couleur de peau ou une religion. Jamais. Ça n'a jamais été dit. Donc qu'on soit blanc, noir, peu importe la couleur de peau qu'on a, c'est pas un sujet, on peut être français. Peu importe la religion qu'on a ou qu'on n'a pas, parce que quand même l'essentiel des gens dans notre pays, il n'y a pas de religion, on peut être français. Pendant longtemps, la République a mis de côté comme citoyens de la République les femmes, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote. Elles étaient françaises de fait, mais il y avait une différence entre leur nationalité et leur citoyenneté. Par ailleurs, cette idée de nationalité est une idée qui naît assez tardivement, en réalité, plutôt vers le début du XXe siècle. Avant cela, la nationalité est d'abord définie par la citoyenneté, et au regard justement de notre rapport dans la capacité à faire la loi et dans notre devoir de la respecter. Moi, ma conception à moi de ce qu'est être français, c'est ça. Ma conception à moi, et peut-être que vous la partagez, mais peut-être que vous ne la partagez pas, pour moi, c'est une idée. C'est l'idée que être français, c'est être citoyen de la République française. Et c'est pouvoir participer aux institutions de la République française par le droit de vote et par la participation aux élections et au système électoral de la République française. Mais ça n'est pas seulement ça. C'est aussi partager un socle de valeurs communes qui sont définies dans la devise liberté, égalité, fraternité. Donc, de mon point de vue à moi, être français, c'est pas, je sais pas quoi, manger du saucisson et du fromage. Bien sûr que ça fait partie de la culture qui est la culture française. Mais en même temps, on est très content de manger du couscous et des pizzas qui sont pas nés dans l'Hexagone. Mais être français et la manière dont nous sommes perçus à l'étranger dans notre façon d'être français, c'est d'être le peuple qui a proclamé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À l'étranger, nous sommes regardés comme un peuple révolutionnaire et égalitariste, qui prône une égalité permanente. Et quand les gens parlent de nous à l'étranger, ce qu'ils voient, c'est la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est Marie-Antoinette décapitée, c'est le drapeau tricolore. Et ce drapeau tricolore signifie aux yeux du monde entier le peuple qui a proclamé liberté, égalité, fraternité et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ça, être français. C'est ça qui fait que plein de gens ont envie de devenir français quand ils arrivent sur notre territoire. Alors ils déchantent un peu quand ils voient qu'il y a des gros fachos qui essaient de leur botter le cul. Mais aux yeux du monde, ce que nous sommes, c'est ça. Et aux yeux des textes qui sont les nôtres et des textes qui ont été proclamés notamment avec la Première République, être français, c'est ça. C'est être citoyen de la République française. Et, alors là, j'en finis, mais être patriote, c'est ça. Quand les fachos disent « gna gna gna, nous on est des patriotes, etc. » Non, 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 c'est pas ça. Eux, c'est des nationalistes. C'est pas tout à fait pareil. Nationaliste, c'est quoi? C'est des gens qui défendent l'idée que leur nation est supérieure aux autres et que le peuple dont ils définissent des limites qui sont des limites étroites est le peuple national et basta, on ne doit plus y toucher. C'est pas ça notre idée à nous. Le patriotisme, c'est une idée différente. Le patriotisme, c'est précisément défendre les principes et le projet de la Révolution française. Ceux qui sont patriotes, le mot est inventé pendant la Révolution française. Ceux qui sont il est utilisé de manière assez dense pendant la Révolution française. Et le patriotisme, c'est quoi? C'est défendre les principes qui sont ceux qui sont portés par la Révolution française. Il y a un texte qui est génial. Allez, vas-y, je finis sur ça parce que sinon ils vont m'engueuler. Mais il y a un texte qui est génial. Si jamais j'ai Internet, on va essayer. C'est qui, Micha? Si jamais j'ai Internet. Ah ouais, trop bien. Allez, regardez-moi ça. Veillons. Alors, il y a une chanson que peut-être vous connaissez qui est la victoire au... Ah merde, la barrière, la victoire en chantant nous ouvre la barrière. Vous connaissez ça peut-être? Le chant du départ, merci, c'était ça que je cherchais. Et dans le chant du départ, ça dit... un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Et elle, c'est la République. Donc ça vous dit, un Français est défini par son rapport à la République, il doit vivre pour elle et mourir pour elle si jamais elle est en danger. Mais vous avez une chanson qui est absolument dingo,
qui est Veillons au salut de l'Empire. Alors vous allez vous dire, mais Léaumont, il devient zinzin, pourquoi il nous parle de l'Empire? En plus, vous avez vu, il y a une photo de Napoléon en premier. Mais sauf qu'en réalité, ça n'est pas du tout une chanson impériale, c'est l'inverse, puisqu'elle est de 1792, 1791, voilà, c'est ça. Et que cette chanson, quand on parle de l'Empire, on parle de l'Empire de la liberté, c'est-à-dire de l'Empire où existe la liberté. Et cette chanson, elle est complètement dingo, parce qu'elle parle beaucoup de l'idée justement de c'est quoi être français. Et c'est génial, parce que c'est la liberté, la lutte contre la tyrannie et contre les pouvoirs exécutifs forts, c'est l'internationalisme. Attendez, la fin, elle est géniale. Jurons union éternelle avec tous les peuples divers, jurons une guerre mortelle à tous les rois de l'univers, liberté, liberté, que ce nom sacré nous rallie, poursuivons les tyrans, punissons leurs forfaits, on ne voit plus qu'une patrie quand on a l'âme d'un Français. Vous avez quand même une idée antiraciste et internationaliste qui est contenue dans cette idée. Alors vous allez dire, oui, mais non, c'est une idée colonialiste, parce que nanana. Non, en fait, non. Et pareil dans la... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire un truc important. Dans la Marseillaise, je vous ai parlé de contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant, là. Mais je ne vous ai pas parlé du sang impur. Le sang impur n'est pas une mise en cause des étrangers. Ça n'est pas ça. Le sang impur, c'est en référence aux nobles. Les nobles avaient le sang pur et le peuple avait le sang impur, sous-entendu. Et quand ils disent qu'un sang impur abreuve nos sillons, ce qu'ils disent, c'est qu'on va mourir au combat et que notre sang va couler dans les sillons et des sillons vont jaillir de nouveaux soldats. Mais figurez-vous que c'est littéralement ce que dit la Marseillaise dans les couplets qui suivent. Ça dit littéralement ça. Ça dit, en gros, vous avez deux idées qui sont derrière. Vous avez une idée qui est français en guerrier magnanime, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. Ça veut quand même dire que vous ne tuez pas les gens juste parce que c'est des étrangers. Vous les tuez parce qu'ils sont en train de porter un projet politique qui est celui des monarchies. Et puis juste derrière, vous avez un couplet, ça fait... ouais, il faut vraiment que j'arrête. Ça fait un truc comme ça. Ça dit... vous irez regarder les couplets de la Marseillaise en entier, mais il y a un couplet qui dit notre sang va couler, et des soldats il va en pousser de nouveau contre vous tout prêts à se battre. Voilà, c'est ça que ça dit. Peu importe si nos soldats tombent, la terre en produit de nouveau contre vous tout prêts à se battre. C'est la même idée que le sang impur qui abreuve nos siens.